Bien, bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce deuxième rendez-vous, en tout cas. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. La dernière fois, Bernard Stiegler avait évoqué pour nous ce moment où le modèle productiviste du 19e siècle accouche d'un nouveau modèle industriel au début du XXe siècle. La rencontre d'Henry Ford vers 1908 et avec un neveu de Freud qui s'appelle Édouard Bernays pour l'invention de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing. La crise de surproduction de 1929 va sceller la domination de ce nouveau modèle qu'on appelle le modèle consumériste. Le modèle consumériste, c'est industrie plus industrie culturelle. C'est ce modèle avec lequel nous continuons tant bien que mal de penser aujourd'hui, alors que dans la réalité, les détenteurs de capitaux depuis 1980 se sont progressivement totalement détachés de ce modèle. C'est une des grandes questions qui sont devant nous et qui informent la crise dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, Bernard Stiegler va s'attacher à penser la manière dont l'économie capitaliste détruit la sensibilité et de la manière dont l'économie s'efforce de continuer à capter l'esthétique pour la transformer en support d'un désir orienté vers la consommation. Merci Léon. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous en avez eu. Voici un tableau que vous connaissez sans doute. Il y aura beaucoup d'images aujourd'hui. Il est d'un auteur, il est d'un artiste, qui d'ailleurs ne se présentait pas lui-même comme un artiste, mais plutôt comme ce qu'il s'appelait un anartiste, c'était Marcel Duchamp. Et il est cité par Romaric Dorier à l'ouverture de la saison 2010-2011, enfin un éditorial de la saison 2010-2011. C'est un hasard, je ne le savais pas. Voilà. Il dit ceci: mon capital, c'est l'emploi de mon temps. Confia Marcel Duchamp lorsqu'on lui demanda si l'économie de son art n'était pas trop difficile en ce moment. Ben, c'est de ça dont je vais vous parler. Et je vais vous parler, pardonnez-moi, j'ai ce qu'on appelle un chat dans la gorge, je vais vous parler de ce que j'appelle le temps de la déprolétarisation. Le titre de mon intervention d'aujourd'hui, je vous l'avais annoncé la première fois, c'est le tournant machinique de la sensibilité, c'est-à-dire ce qui s'est passé au XXe siècle et qui a permis que d'amateurs d'art et de culture, nous soyons devenus des consommateurs de culture, comme de toutes choses d'ailleurs, des consommateurs, c'est-à-dire des destructeurs. Car consommer, ça veut dire littéralement au départ détruire, anéantir, transformer en caca si vous préférez, pour parler clairement. Ce tableau de Marcel Duchamp date de 1912. Après ce tableau, 5 ans plus tard, Marcel Duchamp présente cette œuvre qui est l'œuvre la plus connue de Marcel Duchamp. C'est pas forcément, je sais pas comment dire, c'est peut-être pas forcément la plus caractéristique de Marcel Duchamp, mais c'est la plus connue. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette œuvre, appelée Fountain, présentée en 1917 à New York? Eh bien, elle signifie que Marcel Duchamp est sauté d'un type de reproductibilité technique, dont voici une représentation, appelons-la la photographie. Ici, il s'agit plus exactement de la chronophotographie, c'est-à-dire aussi de ce qui va conduire au cinéma,
mais aussi, non seulement au cinéma, mais à l'organisation scientifique du travail. Voici le portrait d'un homme très important. Il s'appelle Frederick Taylor, qui publie en 1895 un traité de management qui va être mis en œuvre en 1908 par quelqu'un dont j'avais parlé dans la première séance, s'appelle Henry Ford, pour organiser le travail dans les usines américaines. Et il est à l'origine du consumérisme, parce que cette organisation du travail va rendre possible des économies d'échelle qui vont rendre possible le modèle consumériste. C'est lui qui va rendre possible le travail à la chaîne. On voit ici les fameuses Ford T de Henry Ford, 1908. La photo est peut-être beaucoup plus tardive, mais le modèle, là que vous voyez, le modèle T, comme on l'appelle, est fabriqué en 1908. Et ça, c'est un nouveau type de reproductibilité. Ce n'est plus la reproductibilité simplement du mouvement que je perçois avec mon œil ou du son que je perçois avec mon oreille. C'est la reproductibilité technique d'objets manufacturés qu'on appelle manufacturés, d'ailleurs, ils ne sont pas manufacturés, ils sont usinés précisément, et on les appelle en anglais ready-made. Et la pissotière que présente Duchamp, c'est un ready-made. Tout le monde sait plus ou moins que Duchamp, c'est celui qui a mis le ready-made au cœur de l'art. Alors, cette production ready-made, cette production, disons-le en français, en série, qui commence en 1908 de manière massive et qui va extrêmement vite migrer dans le monde entier, parce que ce modèle que va imposer Ford, d'abord dans le Michigan, va très rapidement se répandre aux États-Unis et ensuite très rapidement dans toute l'Europe, y compris soviétique. Parce que je crois que je vous l'avais déjà dit l'autre fois, Staline disait, s'il y a un homme admirable, Lénine aussi d'ailleurs, en Amérique, c'est Henry Ford. Voilà un vaste sujet, je remets mon écharpe parce qu'il ne fait pas très chaud. C'est ce qui va conduire finalement à ça. Cette production de masse qui installe la société consumériste dont nous découvrons désormais le prix, c'est-à-dire la production, l'accumulation de déchets, la pollution, c'est ce qui conduit à ça et à cette photo frappante qui est c'est une décharge publique dans laquelle il y a ce qu'on appelle comment ça s'appelle d'ailleurs? Un nom? Ces globes-là. Une map monde. Voilà. Une map monde qui fait partie de la poubelle. En passant de son nu descendant d'escalier de 1912 à sa Fountain de 1917, Marcel Duchamp inscrit la figure de son devenir, comme il dit, anartiste. Anartiste, ça veut dire non-artiste, hein, ou pas anti-artiste, mais c'est plus l'art. C'est plus le problème là. Bon. Il inscrit ça sur un fond de prolétarisation généralisée. C'est-à-dire dans un contexte de perte de savoir généralisée. Car chez moi, prolétarisation, ça veut dire perte de savoir. Qui s'annonce en 1917. Entre 1908 et 1917, la production des automobiles Ford est passée de 15 000 exemplaires, je crois, à 1 million d'exemplaires, grâce à la prolétarisation généralisée, c'est-à-dire l'apparition de ce qu'on appelle les ouvriers spécialisés, c'est-à-dire des ouvriers qui ne savent absolument rien faire d'autre que ce que montre Chaplin dans les temps modernes, c'est-à-dire un mouvement, qui était anticipé, cela dit, je crois que je me souviens plus si je vous l'avais dit là, dès 1776 par Adam Smith. Donc, c'est des choses qui ont été pensées très longtemps avant qu'elles n'arrivent. Quoi qu'il en soit, donc, en passant du nu, c'est-à-dire de la peinture, à la fontaine, c'est-à-dire au ready-made, c'est-à-dire à un geste plus qu'à la production de quelque chose, à une attitude, comme il dira plus tard, Duchamp montre et sait que quelque chose se joue de fondamental dans l'histoire de l'humanité, qui est une perte de savoir. Et il va chercher à devenir un anartiste dans cette perte de savoir. Les savoirs humains ont été court-circuités par leur reproductibilité et par leur mise en œuvre par des technologies dont il résultera, après la Deuxième Guerre mondiale, qui est en fait le temps de Duchamp à proprement parler, parce que Duchamp, on en parle aujourd'hui
1917, comme si en 1917 il était reconnu, mais c'est beaucoup plus tard qu'il a été reconnu. C'est à partir des années 60 en réalité qu'il est devenu le pape de l'art contemporain. On a reconnu en lui l'origine de l'art contemporain, et non pas de l'art moderne. Mais c'est qu'après coup, et c'est surtout à travers Warhol, qu'il a été finalement reçu dans un mouvement de ce type-là. Donc il en résultera de ce processus de prolétarisation, de perte de savoir, une mondialisation, dans la deuxième moitié du XXe siècle, du modèle consumériste, où ce ne seront pas seulement les savoir-faire ouvriers qui deviendront caducs à travers la mondialisation du consumérisme, c'est-à-dire de The American Way of Life, de la façon de vivre comme un consommateur, mais ce seront les savoir-vivre des citoyens et des populations. Savoir-vivre, ce que ça veut dire? Un savoir-vivre, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on cultive, qui nous est transmis de génération en génération, etc. Nous ne vivons plus du tout là-dedans. C'est le marketing qui nous fait... Par exemple, on ne dit plus j'ai passé des très bonnes vacances, on dit j'ai passé des vacances trop bonnes, ce qui ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut peut-être pas rien dire, mais... Et ça a été produit par une marketisation de la langue. La langue est extrêmement transformée aujourd'hui par la publicité. Et ce sont aujourd'hui des acteurs industriels qui modifient le langage pour modifier les représentations et pour faire adopter des modes de vie qui correspondent aux intérêts de ceux qui ont investi dans la production d'un iPod, d'un je ne sais pas quoi. N'importe quel objet industriel. Précisément en tant qu'ils sont devenus des citoyens sans savoir-vivre, des gens sans savoir-vivre, eh bien, ceux-là sont devenus de simples consommateurs. Et quand je dis « ils », je parle de tout le monde, moi compris, bien entendu. Pourquoi en va-t-il ainsi? Parce qu'un bon consommateur doit être totalement passif, plastique, irresponsable, faire tout ce qu'on lui demande, c'est-à-dire exactement tout le contraire de ce qu'Emmanuel Kant et plus généralement la philosophie de la lumière appelait la majorité. C'est-à-dire le citoyen en tant qu'il accède à la rationalité et du même coup à l'autonomie, et qu'on ne lui dicte absolument pas son comportement, mais que c'est lui qui choisit son comportement. Kant disait dans Was ist Aufklärung, dans Qu'est-ce que les Lumières, que si on lit la critique de la raison pure comme un ouvrage de prescription, il vaut mieux ne pas la lire. Parce que la critique de la raison pure, ce n'est pas fait pour qu'on s'y plie, c'est fait pour qu'on pense avec, c'est-à-dire pour qu'on s'individue à travers. Quoi qu'il en soit, ce modèle-là, qui a abouti à ça, après la crise économique de 2008, dont voici une représentation à travers la courbe du Dow Jones, vous voyez entre janvier 2006 et novembre 2008, et vous voyez que fin novembre 2008, ça va vraiment pas bien. C'est là que, en une seule journée, General Motors a perdu 30% de sa valeur, et qu'en une année, elle a perdu 95% de sa valeur. Une crise qui fait que ce système n'en finit plus de révéler sa toxicité généralisée, qui laisse perplexe ce Golden Boy ou ce boursicoteur, ou cet agent de change, je ne sais pas ce que c'est exactement que ce monsieur. Cependant que, pendant que cette crise se déploie aussi autre chose, qui est ce que j'appelle une réticularité numérique, qui engendre de nouveaux processus d'individuation psychique et collective, je veux dire par là de nouveaux types de comportements, qui ne sont pas de simples comportements de consommateurs. Il y a beaucoup de consommation sur les réseaux, en particulier sur le web. Et là, comme vous le voyez à travers ce journal spécialisé dans l'observation de ce qui se passe à travers le web, il y a 2 milliards d'internautes à la fin 2010, c'est-à-dire il y a 2 mois. Hein. Il n'y a même pas 2 mois, il y a 3 semaines. Il n'y a même pas 3 semaines, il y a 1 semaine. C'est beaucoup, 2 milliards de personnes. Hein, c'est énorme. C'est surtout énorme quand on sait que ça ne fait que 18 ans que ce réseau existe. Hein. Bon. Et que là, de nouvelles façons d'être se développent, de nouvelles formes de savoir sont en train d'apparaître, de nouvelles sortes de relations sociales, bizarres parfois. Hein. Voilà la carte des réseaux sociaux, ce qu'on appelle le social network. Facebook domine. Il y a Twitter, Skype, etc. etc. On le représente aussi comme ça, hein, le monde Facebook, dont le journal Le Monde titrait
au mois de juillet dernier, 3e pays du monde, Facebook, ce qui est une bêtise d'ailleurs de dire ça, parce que c'est pas un pays, Facebook. Il faudrait parler de communauté, et il y a d'autres communautés. L'islam, c'est beaucoup plus grand que Facebook, incomparable. Et, enfin bref, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une information qui est tombée il y a 2 jours, je crois, qui disait que, la moitié maintenant des recherches sur Internet passent par Facebook. Ça, c'est très important, colossal. Facebook a pris une telle importance que, vous voyez, j'ai reçu un jour ce mail. Là, c'est un mail que j'ai reçu, ça, vous voyez de qui il est, hein, Paul Arden. Vous connaissez Paul Arden? Il m'a envoyé un mail. C'est à moi que c'est adressé, Bernard Stiegler, à wanadoo.fr. Regarde mon profil Facebook. Bonjour Bernard, j'ai créé mon profil Facebook. Je ne savais pas qu'il me tutoyait, Paul Arden. Bon, enfin bref, c'est une drôle de société dans laquelle on peut ne pas se sentir extrêmement à l'aise. Où il se passe des tas de trucs quand même. Vous verrez tout à l'heure des trucs plus amusants que ça. Je pense que dans ce contexte-là, une nouvelle question de la culture, une nouvelle question de l'art se pose. On n'est plus à l'époque de Marcel Duchamp. Et on n'est plus à l'époque de Andy Warhol. Et on n'est plus non plus à l'époque de Picasso et de l'art moderne, bien entendu. La question d'un nouvel art, d'une nouvelle culture que j'appelle post-consumériste est en train de se poser, dans un monde qui lui-même est en train de devenir post-consumériste. Et ce monde post-consumériste qui est extrêmement chargé de dangers, de bombardements et de problèmes innombrables, y compris ceux qu'a posé Wikileaks, dont on pourrait parler longuement, il est en train de constituer une nouvelle conjonctivité sociale, à la fois territoriale. Les réseaux rédiculés dont je vous parle tout à l'heure sont de nouveaux réseaux territoriaux, ils sont très territorialisés, avec des technologies GSM, etc., de géolocalisation, qui font que le territoire est en train de renaître à travers cette réticulation, pour autant qu'un territoire est une politique des réseaux. Et en même temps, c'est un nouveau stade de déterritorialisation, puisque ce sont des réseaux, comme on le voyait tout à l'heure, hein, des réseaux d'ampleur mondiale, d'emblée. Vous êtes immédiatement sur le réseau à l'échelle mondiale. Et en même temps, vous pouvez être à l'échelle ultra-locale. Et dans ce contexte-là, vous avez des processus de réarmement et de déprolétarisation qui s'opèrent, des nouvelles formes de savoir qui se produisent, qui échappent complètement au monde de l'économie politique consumériste telle qu'on la connaissait. Et je pense que c'est un enjeu colossal pour les institutions culturelles, pour les artistes, pour le monde économique, pour les hommes politiques, évidemment. C'est de ça dont je voudrais vous parler. L'enjeu de la dissémination massive de ce que j'appelle les technologies culturelles numériques, je reviendrai tout à l'heure sur cette expression de technologie culturelle numérique, c'est un vaste processus de déprolétarisation, c'est-à-dire de reconquête des savoirs de toute nature. Reconquête de ces savoirs dont Duchamp disait en 1917 qu'ils étaient en train d'être perdus. Alors, le contexte de tout ça, je vous signale que cette intervention prépare la dernière qui aura lieu au mois de mars. Léon Vichnia vous l'a redit tout à l'heure, et qui sera consacré à l'économie de la contribution, c'est-à-dire à un nouveau modèle économique. Ce nouveau modèle économique dont je parle beaucoup avec l'association Ars Industrialis, que je représente ici, en tant que j'en suis le président, eh bien, ça a quelque chose à voir avec ce dont on parle aussi beaucoup en ce moment, sous le nom de ce qu'on appelle l'économie créative. Et là, je vais vous parler un petit peu de cette économie créative, y compris parce que j'ai fait un travail avec Ars Industrialis pour la ville de Nantes. Vous connaissez peut-être la ville de Nantes, qui est une ville connue en particulier pour sa politique culturelle extrêmement audacieuse. On a dit que 17% du budget de la ville de Nantes avait été consacré à la culture, ce qui est absolument énorme, et ce qui est une stratégie qui ressemble d'ailleurs un peu à celle de M. Borloo ici à Valenciennes, à certains égards, c'est pas pareil, mais ce théâtre magnifique et beaucoup d'équipements, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi une politique culturelle qui a des finalités économiques. Je crois que de nouveaux rapports entre la culture et l'économie sont en train de se jouer, et je crois même, pardonnez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone, et je crois même que cette nouveauté, eh bien, est le cœur de l'économie de demain. Que l'économie de demain, ça sera une économie culturelle. Non pas une économie des industries culturelles, mais une économie fondée sur la reconstruction de la culture, parce que pour moi, la culture a été détruite. Le consumérisme culturel, ça n'a aucun rapport avec la culture. Quoi qu'il en soit, on parle aujourd'hui beaucoup d'économie créative
Et on présente l'économie créative comme une politique de cluster. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster? Voilà, ça c'est une représentation de cluster. Quand on enseigne dans HEC ou ailleurs ce que c'est qu'un cluster, on représente ça. C'est-à-dire que c'est un agencement intelligent entre le monde économique, les entreprises, entre ce qu'on appelle des corps intermédiaires, des associations, etc., des collectivités territoriales, c'est-à-dire des acteurs politiques, des institutions, des universités, etc., etc. Voilà, un cluster, on les représente aussi comme ça. C'est une autre façon de les représenter de manière plus théorique. Et l'économie créative repose sur l'idée de créer des clusters fondés sur la créativité, et plus précisément sur la créativité artistique, de design, mais aussi scientifique, entrepreneuriale, etc. Celui qui a pensé ce modèle, c'est John Hawkins, qui a publié ce bouquin, The Creative Economy, en 2001, aux États-Unis, et qui ensuite a été relayé par un sociologue, parce que lui, c'est un manager, c'est le patron de la... C'est une autre représentation de son livre. Il a ensuite été celui qui a conçu ça, donc c'est au départ un homme d'entreprise, et il a été ensuite, comment dire, on lui a emboîté le pas, c'est Richard Florida qui a écrit ce livre-là, Le temps de la creative class, qui a théorisé en tant que sociologue, cette fois-ci, ce que c'est que l'économie créative. Alors qu'est-ce que ces gens-là disent? Ils disent l'économie créative, ça repose avant tout sur l'idée que la valeur et la richesse viennent précisément des idées, avant tout des idées. Produire de la valeur, c'est d'abord produire une idée, et être évidemment ensuite capable de la concrétiser. C'est une idée, d'ailleurs, que l'idée est la première des richesses, avec laquelle je suis profondément d'accord. Je pense qu'elle est assez incontestable, elle est même absolument incontestable. La question est de savoir après ce qu'on appelle une idée, etc. Laissons ce problème de côté. Quoi qu'il en soit, la vraie question, c'est de savoir si on peut ensuite réduire la richesse à la monnaie. Parce qu'il dit, l'économie créative repose sur l'idée que la valeur et la richesse viennent avant tout des idées, mais lui, John Hawkins, par valeur et richesse, ce qu'il entend, c'est le dollar. Hein, il est américain, et il dit, ce qui produit des dollars, c'est ça qui produit de la richesse et de la valeur. Ça, c'est pas certain. Il y a des valeurs qui ne sont pas calculables, il y a des valeurs qui ne sont pas monétarisables. Par exemple, tout ce qui relève de ce qu'on appelle les externalités positives, ça ne passe pas par la monétarisation. Et en plus, ce qui a vraiment de la valeur, ça n'est pas incalculable. Si, en tout cas, dans une tradition, je ne sais pas moi, monothéiste par exemple, ce qui a vraiment de la valeur, c'est Dieu, c'est pas calculable. Bon. C'est d'ailleurs pour ça que la chrétienté a condamné pendant très longtemps l'usure, etc. Bon. On pourrait donner 1000 autres exemples. Bon, je ne vais pas développer ce point-là. Quoi qu'il en soit, cette valorisation des idées, l'affirmation de cette richesse qu'est l'esprit, parce que c'est l'esprit qui produit des idées, et qu'est la créativité de l'esprit, que je ne crois pas personnellement, dont je ne crois pas qu'elle soit réductible à son calcul monétaire. Cette affirmation qui vient des États-Unis, de Californie, qui conduit à l'économie créative, elle semble en appeler à une déprolétarisation que j'évoquais à l'instant. Elle semble en dire la créativité, l'économie créative, c'est ce qui conduirait à la reconstruction des savoirs, à la réarmement des savoirs. Et bien, ce n'est pas du tout le cas. C'est même le contraire. Cette idée d'économie créative, elle consiste à aggraver encore la situation calamiteuse à laquelle a conduit la prolétarisation généralisée, telle que le consumérisme l'a installée à travers les médias de masse, que l'on appelle aussi les industries culturelles dont je parlais à la conférence précédente. Et évidemment, ici, il est très important de savoir que John Hawkins, qui est donc le concepteur de l'économie créative, a fait une grande partie de sa carrière dans les chaînes de télévision américaines, et en particulier dans le groupe Time Warner, dont voici le siège social. Time Warner qui avait fait la plus grosse capitalisation de l'histoire de Wall Street en s'associant avec AOL en 2000, je crois, ou quelque chose comme ça,
Et je pense que John Hawkins avait joué un rôle important dans ce rapprochement entre la télévision et AOL, c'est-à-dire Internet. Le consumérisme, c'est ce qui a liquidé, et j'avais essayé d'expliquer pourquoi au mois de novembre, le désir des individus. Pour se développer, il a dû court-circuiter les dispositifs sociaux de transformation de la pulsion en désir. J'avais essayé de vous expliquer l'autre fois que la pulsion, nous en avons tous, tout être doté d'un système nerveux a des pulsions, mais un être humain, c'est un être qui est capable de transformer ses pulsions en désir, c'est-à-dire en investissement. La pulsion consomme son objet et le détruit, le désir cultive son objet et l'entretient et le protège. Donc c'est un renversement complet de la pulsion, le désir. Et pour produire cette transformation qui est une quasi alchimie, c'est d'ailleurs pour ça que Freud parlera de sublimation. Sublimation, c'est un terme qui vient d'alchimie. Hein. La sublimation, c'est ce qui permet de faire changer d'état quelque chose. Hein. Pour produire cela, il faut des dispositifs de production de libido. Par exemple, la relation entre la mère et l'enfant, par exemple, l'église, l'école publique, le parti politique, tous ces espaces, le parti politique, quand il est un parti politique d'avant l'espèce de pataugeoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui n'est plus du tout le parti politique, mais qui est le marketing des candidats à la présidence de la République, ce qui n'a aucun rapport. Tout ça, ça suppose des dispositifs de production de libido que le consumérisme a court-circuité. Il a dû court-circuiter ces dispositifs sociaux de la transformation de la pulsion en désir, c'est-à-dire en fidélité, car le désir, ça produit de la fidélité, ce qui constituait ce que Freud appelait une économie libidinale, par exemple le couple initial mère-enfant que décrit Donald Winnicott, où apparaît l'objet transitionnel. Objet transitionnel dont Winnicott explique qu'il est la matrice de toutes les formes de ces jeux adultes que sont les arts, les sciences, les activités de sublimation sociale, la vie spirituelle, l'investissement individuel dans le collectif, etc. Winnicott montre ça, que c'est par le rapport qu'on a au départ avec nos doudous et nos objets transitionnels à travers la maman, et qui idéalise l'objet, qui permet son idéalisation, son infinitisation, qu'on est capable de canaliser ses pulsions et de les investir dans cet objet, et ensuite de devenir Pablo Picasso, ou n'importe qui, parce que n'importe quel être socialisé a des objets de ce type, sinon il n'est pas social. Et bien ça, c'est ce qui a été court-circuité par les chaînes de télé, par les médias de masse. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qui empêche une consommation immédiate et jetable d'objets obsolescents. Le consumérisme ne veut surtout pas que le consommateur soit fidèle à son objet. S'il est fidèle à son objet, il le garde, et donc il ne consomme plus. Donc il faut le rendre infidèle, irresponsable, jetable lui-même d'ailleurs, parce que plus il jette ses propres objets, plus il se sent jetable lui-même, etc., etc. C'est ainsi que le consumérisme a court-circuité le rôle éducatif des parents, où se produisait l'identification primaire qui constitue la condition de formation du moi, mais surtout de l'idéal du moi, et d'accès à ce qu'on appelle le surmoi. Il a aussi court-circuité l'éducation nationale, qui fait que vous ne pouvez plus faire cours aujourd'hui parce que vos mômes ne savent plus du tout comment faire avec ce que vous essayez de leur transmettre, parce qu'ils n'ont plus d'attention pour ça. Leur attention est canalisée 10h30 par jour aux États-Unis, c'est le chiffre officiel de la Kaiser Family Foundation, par les médias de masse. Et comment voulez-vous faire cours à un môme qui est quand même canalisé 10h30 par jour? C'est pas possible, tout simplement. Il a détruit tout ce qui permettait de fixer des processus d'identification secondaire à des figures idéales de savoir, par exemple la princesse de Clèves, ou encore Albert Einstein ou Napoléon Ier, auquel s'identifie, semble-t-il, parfois le président de la République française, qui n'aime pas la princesse de Clèves, etc., etc. Et qui permettent de transmettre ce qu'on appelle les disciplines de l'esprit, qui sont des disciplines identificatoires. C'est ainsi que le consumérisme, détruisant la libido, est devenu pulsionnel, et la libido étant détruite ne peut plus en effet lier les pulsions, puisque la libido, c'est ce qu'explique Freud en 1923, c'est ce qui permet de contenir les pulsions. Et c'est pourquoi le capitalisme consumériste tente désormais par tous les moyens de soumettre et de lier les consommateurs par la création d'autre chose que de la libido, puisqu'il n'y en a plus, de la dépendance, c'est-à-dire de l'addiction. Nous vivons aujourd'hui dans le capitalisme addictif et addictogène, comme disait le Congrès national d'addictologie, de l'ANITEA, l'Association nationale des intervenants en toxicologie et en addictologie, qui s'était réunie il y a 1 an et demi à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. C'était le nom
de ce congrès, la société addictogène. Pourquoi la chaîne de télévision Fox TV, ça c'était Time Warner, Fox TV qui est la chaîne qui a fait élire George Bush, c'est la chaîne des Républicains. Pourquoi Fox TV a-t-elle développé cette chaîne-là qui s'appelle Baby First? Vous voyez là un gentil papa avec sa gentille petite fille à la télévision. Eh bien, Baby First, ça s'adresse aux enfants d'1 an. Il n'y a pas de publicité sur Baby First. Ça s'adresse aux enfants entre 1 an et 3 ans. Vous pouvez la regarder sur Facebook d'ailleurs. Pas sur Facebook, sur YouTube. Ça, c'est l'accès YouTube. Baby First, c'est ce qui permet de capter l'attention du tout petit enfant, du bébé d'1 an, de ce qu'on appelle en psychanalyse l'enfance, celui qui ne parle pas encore, sur la télévision, et de le détacher complètement de la cellule familiale, de le sortir complètement. C'est extraordinairement dangereux. Et bien que nous ayons été nombreux en France à demander au CSA l'interdiction de cette diffusion, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nous avons quand même réussi à obtenir qu'un bandeau dise aux parents « Faites attention, c'est dangereux pour vos enfants qu'ils regardent la télévision avant 5 ans. » Bon. Approché sous cet angle que je viens d'évoquer, l'économie créative apparaît bien plus sous l'angle où on comprend que John Hawkins, c'est celui qui, venant de Time Warner, a développé ce modèle, qui est un homme des grands médias de masse, etc. On comprend que ce que lui appelle l'économie créative, c'est bien plus un nouvel appareil idéologique de production de ce que Antonio Gramsci appelait une hégémonie culturelle, c'est-à-dire une domination par la culture, bien plus cela qu'un nouvel âge du monde industriel. Ce n'est pas un changement de monde industriel, c'est un hyperconsumérisme. Cette économie créative de John Hawkins propose en quelque sorte une méthode pour parvenir à ressusciter le désir de plus en plus défaillant du consommateur en produisant ce que j'appelle du Viagra social. La débandade du consumérisme est un problème, il faut redonner un peu d'énergie au désir du consommateur en utilisant des artifices comme le Viagra sert aux vieillards à continuer à vivre un petit peu leur vie sexuelle au-delà des limites du raisonnable. Quand est-ce qu'on va commencer à s'intéresser au côté médiator du Viagra? Bon, ça va pas tarder, on verra. Comment est-ce que ça se produit, ça? Par un rapprochement. Cette économie créative que propose John Hawkins, c'est par un rapprochement entre le marketing d'un côté et la création artistique de l'autre. Rapprochement qui n'a à peu près rien à voir avec le projet de relever le niveau général des idées, ou le niveau général des savoirs, ou de réenclencher une vie de l'esprit partagée par tous au sens où Emmanuel Kant l'entendait, ce qui serait la condition de la reconstitution d'une responsabilité, une responsabilité qui éviterait de voir que finalement peut-être la map monde est en train de se diriger à la poubelle, et nous qui sommes sur cette map monde, eh bien nous sommes en train de nous jeter nous-mêmes à la poubelle. La responsabilité, nous le savons bien, aujourd'hui, n'importe qui en est conscient, c'est l'avenir économique du monde. S'il n'y a pas une reconstruction de la responsabilité, le monde ne s'en sortira pas. Le modèle de l'économie créative n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est un modèle hyper consumériste qui est également, et c'est un côté très choquant, un modèle extrêmement ségrégationniste. Il pose en principe que face à une masse colossale de consommateurs incurablement grégaires et pour tout dire définitivement crétinisés, que vous et moi nous serions, quelques créatifs qui restent doivent être cultivés dans des jardins dorés, ou plutôt appelons ça des ghettos dorés, favorisant une mutuelle stimulation ou émulation de leur créativité en rapprochant des créatifs du design avec des créatifs des OGM, des créatifs du marketing, dans ces paradis californiens ou autres. On va arriver à stimuler le Viagra, la libido, et à capter de la fascination. Bon. Alors, il s'agit donc d'utiliser les artistes en particulier et la culture comme un stimulateur de la consommation. Autrefois, vous voyez, on ne parlait pas de stimulation dans le domaine artistique. On ne disait jamais qu'un artiste était stimulé, on disait qu'un artiste était inspiré. Voilà un artiste inspiré. Par quoi est-ce que cet artiste était inspiré? Il était inspiré par le monde ordinaire des gens ordinaires.
tout cas à partir du début du XIXe siècle, et surtout de Manet. C'est ordinaire que la création artistique transfigure toujours en quelque chose d'improbable, comme dirait Yves Bonnefoy, c'est-à-dire de singulier et en cela d'extraordinaire. Mais il faut l'entendre extraordinaire au sens où c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. À la fois parce que d'une part, il provient de l'ordinaire, je parle ici de l'ordinaire au sens où Gilles Deleuze peut parler de l'immanence, c'est-à-dire ce monde dans lequel nous sommes et où il n'y a pas d'autre monde, et parce que d'autre part, il peut se soulever depuis l'ordinaire, au-dessus de l'ordinaire, hors de l'ordinaire, mais toujours dans l'ordinaire, en donnant son relief à l'ordinaire. Ah, ça c'est un ordinaire qui a du relief. Et ça n'a pas de prix, évidemment, ça peut se vendre, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que vous ne pouvez pas y toucher, vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est intouchable. Je ne dirais pas que c'est sacré, c'est ordinaire, c'est pas sacré, parce que si c'était sacré, ça serait pas ordinaire, ça serait sacré, ça veut dire séparé, mais en même temps, vous ne pouvez pas y toucher. Qu'est-ce que l'art ou la créativité de cet artiste-là, par exemple, qui est Vincent Van Gogh, donne à éprouver? C'est une singularité qui surgit comme une infinité, comme l'infinité d'une signifiance qui fait signe dans ce qui semblait égal et fini, une paire de godasses. Tout à coup, il y a quelque chose qui devient extraordinaire à partir de son ordinaire même. Cette transformation ou transfiguration de l'ordinaire en extraordinaire, ça n'est pas seulement le fait de l'art. C'est par exemple aussi celui du discours de Roland Barthes sur ce qu'il avait appelé, dans une série d'articles qui furent publiés ensuite aux éditions du Seuil, écrits pour l'Observateur, les mythologies du monde moderne. À la fin des années 50, Roland Barthes nous parle de la modernité. Son commentaire de cette déesse 19 est très connu. Et il parle d'une façon extraordinaire de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il donne à l'ordinaire une signifiance. Il fait que de l'ordinaire surgit quelque chose qui est finalement extraordinaire. On pourrait appeler un espoir, finalement. Cette élévation, cette levée de l'extraordinaire à partir de l'ordinaire lui-même, c'est ce que Gilbert Simondon, un philosophe français qui est mort en 1989, décrit comme une tendance à l'ascension, comme un désir de gravir, un fondamental désir de gravir. Désir de gravir, c'est-à-dire un désir de mesurer la gravité des choses, notamment de ces chaussures que nous voyions tout à l'heure. De gravir sur quoi? Sur ce qu'il appelle des points clés. Je le cite, l'ascension, l'exploration, et plus généralement tout geste de pionnier consiste à adhérer aux points clés que la nature présente. Gravir une pente pour aller vers le sommet, c'est s'acheminer vers le lieu privilégié qui commande tout le massif montagneux. Non pour le dominer ou le posséder, mais pour échanger avec lui une relation d'amitié. Voilà un beau texte. Simondon pose que nous avons tous une tendance à nous élever, à gravir, à peser la gravité du poids des choses ordinaires, leur gravité, c'est-à-dire leur caractère en fait extraordinaire. Ce qu'on appelle l'économie créative est exactement à l'opposé de cette conception de la création de l'ordinaire et dans l'ordinaire comme accès à son extraordinarité, dont je crois que cette conception-là caractérise l'expérience artistique, en particulier depuis la modernité, telle qu'on peut la reconnaître à la fois dans Baudelaire, regardant la peinture de Constantin Guis. Voici Constantin Guis. En voici un autre. Ou encore une troisième peinture. Ces peintures sont commentées par Baudelaire. Voici une peinture de Manet, qui était aussi un ami de Baudelaire. Celle-ci est extrêmement connue. Il y a un commentaire de Georges Bataille, c'est l'Olympia, qui a fait scandale.
Manet qui fait aussi, dit-on, le personnage d'Elstir dans La recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui là, cette recherche de Marcel Proust d'ailleurs, narre l'extraordinaire devenir ordinaire du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? La recherche du temps perdu de Marcel Proust raconte la conquête du monde par les Verdurins, c'est-à-dire par les gens ordinaires. Mais qui deviendront ces gens ordinaires, on va le découvrir en lisant Proust, ce que déjà Hölderlin, Nietzsche et Hannah Arendt plus tard auront appelé des Philistins. Qu'est-ce que ça veut dire des Philistins? Ça veut dire, ça veut dire des gens qui ne croient pas grand-chose, disons. Et qui vont conduire ces gens qui ne croient pas à grand-chose, parce qu'au départ, les Philistins, c'est les nouveaux riches, si vous voulez, de la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, qui ne croient à rien, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en l'art, ils ne croient pas à l'esprit, et qui vont donner plus tard ce que Hannah Arendt va appeler des Philistins cultivés. C'est-à-dire que comme Madame Verdurin, ils vont décider que si, on va s'entourer d'artistes, Elstir, la sonate de Vinteuil, etc. Et ça va donner le consumérisme culturel. Et ça va conduire, parce que c'est précisément au moment où Marcel Duchamp passe du Nu descendant un escalier 1912 à La Fontaine de 1917, c'est précisément à ce moment-là que Marcel Proust publie, à compte d'auteur d'ailleurs, je vous le rappelle, au départ, La recherche du temps perdu. Parce qu'au départ, le manuscrit est refusé. C'est important ça. Ça semble très très loin, Marcel Proust d'un côté, Marcel Duchamp de l'autre, mais c'est pas loin du tout. C'est d'ailleurs 1917, c'est la révolution bolchevique, etc. Il faudrait connecter tout ça. On n'a pas le temps de le faire. Mais vous allez voir, parce que vous me demandez peut-être, mais pourquoi il nous raconte tout ça? Où est-ce qu'il veut en venir? Vous allez voir que ça va commencer à prendre forme. J'étais en train de vous dire, l'économie créative, c'est pas du tout ce dont je vous parle. Et pourtant, si l'idéologie de l'économie créative rencontre de nos jours un si grand succès, car c'est un très très grand succès, l'Union européenne a fait de l'économie créative son objectif majeur aujourd'hui en termes de développement économique. Londres est devenue la plaque mondiale de l'économie créative. J'y enseigne, je sais ce que ça donne. D'ailleurs, le département où j'enseigne, le Goldsmiths College, est impliqué dans cette devenir de l'économie créative. Ça n'est pas rien, l'économie créative. Si ça rencontre ce succès factuel et aussi idéologique, mais également organisationnel, économique et urbain, parce que ça produit de l'économie, effectivement, c'est parce que ça repose pas, en réalité, tellement sur l'exploitation de la créativité de ces créatifs qu'on veut rassembler dans ces ghettos dorés, mais dans une exploitation nouvelle et systématique de la réticularité numérique, qui est à la fois territoriale et déterritorialisée, comme je vous le disais tout à l'heure, qui caractérise notre époque et dont Facebook est un effet à la fois stupéfiant et pauvre. Qu'est-ce que c'est que cette réticularité numérique? C'est le développement de la connectivité permanente, constante de tous avec tous, qui constitue de nouveaux agencements, de nouveaux processus d'individuation psychique et collective, et qui rend possible l'apparition de ce que j'appelle moi des territoires créatifs. Et ça, c'est quelque chose à quoi je travaille avec l'île de Nantes, voici l'île de Nantes, qui est en train de mettre en place ce qu'on appelle un quartier de la création, le voici représenté. En voici d'ailleurs une architecture qui est devenue très célèbre maintenant, étrange architecture qui, quand je la regarde, me fait penser à un tableau d'Hubert Robert qu'on trouve au Louvre, le voici. C'est le Louvre représenté par Hubert Robert qui l'imagine en ruine. Vous savez que l'art de la ruine à cette époque-là est une grande topique, mais quand je regarde ceci, je pense à cela. Quoi qu'il en soit, si je vous parle du Louvre, c'est aussi parce que, je crois que, tout à l'heure je vais y revenir, il est intéressant de se pencher sur l'histoire du Louvre depuis 1796, qui est la date de la peinture de ce tableau, et de voir ce qui s'est passé entre le Louvre, Marcel Duchamp et nous. Je vais y revenir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, un projet tel que celui de faire d'une région ou d'une métropole, je parle de Nantes en l'occurrence, et à partir d'une île dans cette métropole, un territoire créatif, ne peut trouver son sens qu'à la condition que ce territoire devienne un territoire d'avant-garde, qu'il redécouvre la question de l'avant-garde. Voilà comment j'entends la possibilité que se constituent des territoires créatifs, comme le Nord-Pas-de-Calais par exemple. C'est un sujet aussi auquel s'intéresse le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais en ce moment, autour du Louvre-Lens et d'un certain nombre d'autres projets.
Qu'est-ce que c'est que l'avant-garde? En voici une représentation de l'avant-garde. Soyons dada. En voici une autre, l'avant-garde russe. Ça, c'est le début du XXe siècle. Au moment où, justement, les verdurins arrivant, les artistes sont en train de s'élever contre cette verdurinisation du monde. Et nous, un siècle plus tard, nous nous demandons où en est l'avant-garde aujourd'hui. Ça, c'est un colloque qui a eu lieu au Canada il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que l'avant-garde? Qu'est-ce qu'un territoire d'avant-garde? C'est un territoire capable d'inventer un nouveau modèle culturel, social, économique et politique du même coup et d'un seul coup. Un territoire préfigurant les lignes de fuite alternatives de la société consumériste qui est désormais épuisée et qui mettent au cœur de sa politique, finalement, un troisième modèle industriel dont je parlerai au mois de mars. Je crois que ce qui est en jeu dans la politique qui a été menée par exemple à Nantes à travers ce qu'on appelle le festival de l'Estuaire, nous voici une représentation, encore une autre, et qui a permis de créer une espèce de choc culturel dans la population, il y a quelque chose qui est en train de se jouer et qui maintenant se développe à travers un projet qui est la mise en place d'un territoire créatif, où il ne s'agit plus de demander aux artistes d'être créatifs, mais à tout le territoire d'être créatif. J'appelle ça, moi, plutôt un territoire hyper apprenant. Et je reprends un terme qui était le territoire apprenant de Pierre Vels, qui est un grand chercheur, je crois qu'il est géographe au départ, qui était le directeur de l'école des ponts et chaussées, et qui d'ailleurs travaille souvent dans le Nord-Pas-de-Calais sur les questions d'innovation territoriale. Je pense que le vrai enjeu n'est pas ce qu'on appelle l'économie créative, mais ce que je décrirai la prochaine fois au mois de mars comme étant ce que j'appelle, avec Ars Industrialis, l'économie de la contribution. Avant de vous parler de l'économie de la contribution, ce que je ferai donc dans la prochaine séance, je voudrais, et de parler aussi de ses rapports avec le monde artistique et les nouvelles industries culturelles, ou nouvelles plutôt, je dirais, technologies culturelles, je voudrais parler de ce qui se passe en ce moment et de comparer ce qui se passe en ce moment avec ce qui s'est passé au début du XXe siècle sur le plan artistique, cette fois-ci, dans le domaine des instruments. Au début du XXIe siècle, c'est nous, ça, le début du XXIe siècle, une situation nouvelle s'est installée du fait de l'apparition de nouveaux instruments qui constituent des technologies culturelles et des technologies cognitives, numériques, et qui forment ensemble le temps de ce que nous appelons Ars Industrialis les technologies de l'esprit. Ces technologies dont Facebook fait partie, dont le logiciel libre fait partie, dont les systèmes GPS font partie, dont le web en général fait partie. Un combat est en jeu autour d'elles. Soit ces technologies, ou plutôt leur développement, conduisent à un renforcement d'une situation de misère symbolique qui s'est installée au cours des dernières décennies avec les médias de masse soumis de manière hégémonique au marketing et qui ont conduit à ce que soulignait ce matin sur France Culture, ou hier matin, je ne me souviens plus, je crois que c'est hier matin, Philippe Meyer qui disait « Relisez les déclarations de Patrick Lelay devant le CSA lorsqu'il réclamait la concession de service public de TF1, répondant à l'impératif imposé par l'État à l'époque de ce qu'on appelait le mieux-disant culturel, TF1 s'engageant à produire tant de centaines d'heures de cinéma par an, plus du théâtre, de la chorégraphie, des émissions littéraires, etc. etc. Et comparé avec ce qu'est TF1 aujourd'hui, il relevait que le CSA venait de publier son analyse des engagements pris par M6 et que M6 n'avait respecté absolument aucun de ses engagements. Et il constatait que c'est bizarre, il n'y a aucune sanction. Voilà. C'est-à-dire que tout ça, ce populisme industriel s'est développé d'une manière massive, de manière absolument accablante pour tout le monde, parce que tout le monde le reconnaît que c'est une situation absolument accablante, et il ne se passe absolument rien pour lutter contre ça. Et le développement des technologies numériques, que j'appelle culturelles et cognitives, peut évidemment encore aggraver considérablement cette situation. S'il est à son tour soumis totalement au marketing et aux médias de masse, dans le système de captation de l'attention qui conduirait à un hyper-consumérisme, hyper-pulsionnel et addictif. Alors que nous savons depuis au moins 2008 que ces effets de consumérisme sont absolument calamiteux et insupportables. La planète ne peut pas les supporter. Ou bien au contraire se produit une rupture qui conduira à une renaissance du symbolique,
fondée sur une reconstruction de la relation sociale, bidirectionnelle, c'est-à-dire dialogique, où il n'y avait pas d'un côté des producteurs de films et de l'autre côté des consommateurs culturels de plus en plus crétinisés, mais au contraire un développement que j'appelle dialogique, qui correspond peut-être à ce que certains appellent chez France Télécom par exemple le conversationnel, et qui serait une possibilité de reconstitution d'une relation. On parle de technologie relationnelle et de réinvestissement symbolique. Mais ça n'est possible que s'il y a un énorme investissement massif, non seulement de l'État, mais de l'Europe et même de l'OMC, parce que c'est au niveau planétaire que ça devrait se faire, est réalisé. Non pas par l'économie créative, mais par des territoires créatifs s'appuyant sur une nouvelle politique du type de celle que Jules Ferry avait mise en œuvre en 1880, c'est-à-dire s'emparer d'une mutation dans les technologies de l'esprit pour réarmer l'esprit et reconstituer un avenir industriel nouveau sur un nouveau modèle qui n'est plus consumériste, mais que j'appelle donc contributif. Dans ce contexte très nouveau, le rôle de l'art, des institutions culturelles comme ce théâtre, de l'université comme celle de Valenciennes, de Supinfocom aussi, de la puissance publique d'une façon plus générale est très clairement désignée. Là est la responsabilité des artistes, des écrivains, des penseurs, des professeurs, des institutions culturelles et éducatives, des médecins aussi, de tous ceux qui tiennent à la santé et aux soins, qui doivent, avec les acteurs les plus clairvoyants du monde économique, contribuer à faire accoucher notre monde si complexe et ambigu de ces lignes de fuite, j'emploie le mot de Deleuze, c'est-à-dire de son avenir. La constitution de territoires créatifs, c'est la capacité à créer des agencements pertinents entre les artistes, les institutions culturelles, les publics, les acteurs sociaux, les acteurs politiques, économiques, les universitaires, ce qui suppose une politique de réticulation et d'acculturation, non seulement des créateurs et des chercheurs ou des acteurs économiques, mais avant tout des habitants, et à travers leurs associations qu'il faut soutenir. Qu'est-ce que c'est qu'une telle politique ? Pour la comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Il faut revenir à l'époque de Ford. Il faut revenir au XXe siècle, au début du XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle et contre quoi il faut maintenant lutter ? Il s'est produit ce que j'ai appelé dans un livre un tournant machinique de la sensibilité, qui a permis, comme le dit Béla Bartók, le fameux compositeur hongrois, de faire de la musique, d'écouter de la musique sans savoir en faire. Ça, c'est une partition de Béla Bartók. Bartók souligne en 1937 à propos de la radio, où on lui demande qu'est-ce que vous pensez, maître de la radio, il dit est-ce que vous voulez qu'on écoute votre musique à la radio ? Il dit à une condition, c'est d'avoir la partition sur les genoux. Vous pouvez écouter ma musique à la radio, le son n'est pas très bon, tout ça, mais bon, pourquoi pas. Mais d'accord, si vous avez la partition sur les genoux. Alors vous allez me dire, c'est ridicule d'avoir les partitions sur les genoux. Qui est capable de lire une partition de Bartók ? Eh bien, à l'époque de Bartók, tout le monde était capable de lire une partition de Bartók. Parce que la lecture de la musique, tout le monde la pratiquait. Les fameuses fanfares du Nord, dont on est si fier ici, c'est un résidu de ce fait que tous les ouvriers, pratiquement, pas tous, mais beaucoup, énormément, et pas seulement la bourgeoisie, savaient lire la musique, y compris en orchestre, ils savaient lire des partitions d'orchestre. Bartók pose, en fait, quelque chose, il est très en avance sur son temps, il dit quelque chose qu'en 1965, donc 30 ans plus tard, 28 ans plus tard, Glenn Gould, qu'on voit ici interpréter je ne sais pas quoi, mais que vous connaissez bien, certainement, si vous êtes amateur de Bach, il est très connu pour ses interprétations de Bach. Glenn Gould dit en 1965, lorsque les technologies numériques qui se développent en ce moment à Berkeley, à Stanford, etc., auront migré dans une 50aine d'années vers le marché grand public, eh bien, au lieu d'écouter de la musique sur son phonographe, bêtement, on pourra varier, on pourra modifier l'interprétation, on pourra supprimer des registres, en ajouter, on pourra tester, on pourra pratiquer la musique. Et on se remettra à devenir des amateurs de musique et pas simplement des consommateurs de musique. C'est 1965, ça. Bartók affirme que Thomas Edison, en 1937, Bartók affirme qu'il faut écouter la musique à la radio en lisant la partition, c'est-à-dire en ayant une activité de lecture et pas simplement une simple consommation de la musique. Mais il dit aussi que Thomas Edison a fondé la musicologie. On le voit sur des photos, comme celle-ci par exemple, enregistrées avec un phonographe. Là, ce sont des Hongrois de Transylvanie, qui sont des Hongrois qui font une musique très influencée par la musique d'Igan.
si vous regardez cette photo sur Internet, on vous dira qu'il est en train d'enregistrer des tziganes. Et puis quelqu'un qui se connaît très très bien m'a dit non, non, ce ne sont pas des tziganes, ce sont des Hongrois de Transylvanie, parce qu'il n'aimait pas les tziganes, Bartók. Mais la musique de ces Hongrois de Transylvanie, c'est une musique très très proche de la musique tzigane, très influencée par la musique tzigane. Alors Bartók dit, voilà, ce personnage-là, c'est Thomas Edison, c'est celui qui a fondé la musicologie scientifique. Pourquoi? Parce qu'il a permis de faire des enregistrements très facilement et de faire à partir de là des transcriptions. La musique tzigane, transcription à l'oreille, même pour quelqu'un comme Bartók, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Il faut pouvoir enregistrer, ralentir le plateau, décomposer la musique, c'est une musique d'une extrême complexité. Eh bien, il faut que vous sachiez que, il dit ça en 1937, Béla Bartók, grâce au phonographe, on peut décomposer et transcrire la musique tzigane, exactement la même année, à Kansas City, voilà une affiche, c'est l'affiche du musée de Kansas City, le musée du jazz, avec la photo de Charlie Parker qui est né à Kansas City. Exactement la même année, à Kansas City, Charlie Parker utilise le phonographe non pas pour écouter des disques, mais pour ralentir le plateau où sont enregistrées les musiques de Lester Young. Et c'est comme ça qu'il apprend la musique. Il a détourné le phonographe, il en a fait un professeur de musique, en utilisant la voix de son maître. Qu'est-ce que je veux dire en vous disant tout ça? Ce que je veux dire, c'est qu'un artiste ou un amateur de musique, pas forcément un artiste, c'est quelqu'un qui, en fait, copie ou reproduit ou transforme ce à quoi il accède. Et si vous regardez ce tableau d'Hubert Robert, 1796, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que les gens qui viennent d'entrer dans le Louvre, parce qu'il y a très peu de temps que le Louvre est devenu un musée national, avant c'était la collection du roi, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ces roturiers qui rentrent au musée du Louvre, ils copient. Ils font ce que disent Anne-Claude de Caylus, le comte Anne-Claude de Caylus, qui déclare en 1745, il est amateur du roi au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il est membre de l'Académie royale de peinture, et en tant qu'amateur du roi, il est officier amateur chargé de représenter le goût du roi. Anne-Claude de Caylus dit, un bon amateur de peinture, il copie les tableaux. On ne peut pas parler d'un tableau qu'on n'a pas copié. Roger de Pile disait déjà la même chose dès le XVIIe siècle. Et Goethe, au début du XIXe siècle, dit toujours la même chose. Voici des dessins, Malraux aussi dira ça d'ailleurs, voici des dessins de Caylus. Caylus n'était pas un artiste peintre, mais il dessinait, il copiait les œuvres. Ça, c'est un dessin de Goethe, un autre dessin de Goethe. Ces gens-là dessinaient, et d'ailleurs, on apprenait à dessiner, on apprenait à faire la musique, à la lire, etc. Et Cézanne, dans sa conversation avec Émile Bernard, conversation épistolaire, Cézanne, dont voici une esquisse de la montagne Sainte-Victoire, en voici une autre, et voici la montagne Sainte-Victoire que vous connaissez évidemment. Cézanne dit à Émile Bernard qu'on ne voit que ce qu'on est capable de montrer. Et donc, il dit la même chose que Caylus et que Goethe. Il dit, vous ne voyez dans un tableau que ce que vous êtes capable de montrer de ce que ce tableau vous a fait. Et pour ça, vous êtes obligé de copier ce tableau. Un jour, j'étais au Prado, il y a 3 ans. Voilà, j'avais à l'époque, c'était un smartphone de première génération. La photo n'est pas bonne, mais j'ai eu le bonheur de voir ça, ce qu'on ne voit jamais dans les musées parisiens. Voilà, au Prado, en Espagne, vous avez des gens qui copient. Ça, c'est une copiste. Et ça m'a fait plaisir. Écouter, regarder, et en général, quand il s'agit d'œuvres d'art, sentir et éprouver, c'est déclencher un processus tel que celui qui sent, qui écoute, qui regarde, est plus ou moins mis en mouvement parce qu'il sent. Une œuvre est une puissance qui peut passer plus ou moins à l'acte d'un mouvement qu'elle déclenche dans celui ou celle qu'elle œuvre. Parce qu'une œuvre, ça œuvre, c'est-à-dire que ça ouvre. Si une œuvre ne vous ouvre pas, eh bien, elle n'œuvre pas. Ça n'est pas une œuvre pour vous. Vous ouvrir, ça veut dire aussi vous ouvrir à quelque chose d'extraordinaire. Mais ça veut dire aussi vous œuvrer. Le regard sur le jeu s'articule au jeu possible que chacun articule pour soi. Qui a vu des enfants prêts à bondir sur scène, expertiser le plateau et ses pratiques en attendant le saut, entrevoit ce qu'on peut pointer ici, ce qu'on veut pointer ici. Le regard de spectateur le plus puissant, le plus affirmatif, c'est celui du joueur qui s'apprête à prendre la place de ce qu'il voit. Il n'y a de spectateur de théâtre de notre temps, de notre monde, que comme joueur en puissance. Ce qu'il veut dire, c'est que celui qui va au théâtre, celui qui a envie de faire du théâtre, et en général, il en fait, quand c'est vraiment... Eh bien, il décrit ce qui s'est passé avec Jean-Luc Godard
François Truffaut, tout ce qu'on appelle la nouvelle vague, qui au départ n'étaient pas du tout des cinéastes, ils allaient au cinéma, à la Cinémathèque de France, et à un moment donné, comment s'appelait-il? C'est pas Gallois, j'arrive plus à retrouver son nom, celui qui a créé la Cinémathèque de France. Bah si, C'est pas Gallois. Langlois. Langlois. Et à un moment donné, Langlois les a fait passer à l'acte. Ils se sont mis à faire des films avec des caméras Super 8, pas du tout dans l'idée de devenir cinéaste, mais simplement pour montrer comment ils les voyaient, ces films. Et puis finalement, la Beaulieu 16 mm est arrivée, le Nagra est arrivé, ils ont agencé tout ça, ils se sont mis à faire des films qui coûtaient 100 000 euros, 150 000 euros, et ça a fait des tabacs. Ils ont réinventé le cinéma. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? Je vais passer des choses que je voulais vous montrer, mais je n'ai pas le temps parce que je vois que l'heure tourne, je suis un peu à la bourre. Donc on va passer des belles choses que j'aurais bien aimé vous montrer. Ça, c'est un très beau tableau de Mohelina Hadji qui a été copié par mon fils. Mon fils est peintre par ailleurs. Mais ça vous connaissez, c'est la Joconde. Cette œuvre-là, pourquoi est-ce que je vous la montre ? Eh bien parce que Daniel Arras, qui était un grand historien d'art, qui est décédé prématurément, à mon âge d'ailleurs actuel, 58 ans, 59 ans, disait qu'il lui avait fallu 20 ans pour commencer à apprécier ce tableau. 20 ans. Il est venu le voir et le revoir et au bout de 20 ans, il a commencé à apprécier ce tableau. Ou encore celui-ci, il lui a fallu un peu moins longtemps, mais il est allé très très souvent à Dresde, où se trouve ce tableau de Raphaël, qui s'appelle la Madone Sixtine. Il est allé très très souvent, avant qu'il ne vive ce qu'il appelait, en reprenant une expression des Goncourt, c'est lui-même qui le dit, la levée du tableau. Il dit un tableau, il y a un moment où il lève. Et ce n'est pas lui qui le dit, ce sont les frères Goncourt. Il dit, vous allez voir le tableau, il ne se passe rien. Et d'un seul coup, il lève. Il se met en lévitation. Et il vous met en lévitation. Vous étiez sur le sol, vous vous retrouvez à 30 cm au-dessus du sol. Si vous n'avez pas un sentiment de ce type-là, vous n'avez jamais eu une expérience de la peinture. Vous savez, vous allez dans un musée, etc., vous ressortez un peu euphorique, vous êtes dans un état bizarre. C'est quelque chose de cet ordre-là qui se produit. Mais ce qu'explique Daniel Arras, c'est qu'il faut du temps, de la fréquentation. Eh bien, si vous allez voir ce que dit le musée du Louvre, dans un colloque qui s'y est passé il y a 6 ans, un visiteur du Louvre, il passe 42 secondes en moyenne par œuvre. C'est devenu un consommateur culturel. Et ce consommateur culturel ne sait absolument plus regarder un tableau. D'abord, vous allez voir une installation vidéo, etc. Vous ne savez pas s'il faut rester 1 minute, 10 minutes. L'apprentissage des œuvres, c'est totalement perdu. Et les œuvres n'œuvrent plus. Sauf entre artistes. Parce que les artistes, il y en a qui continuent à développer ça. Les artistes qui sont des amateurs. Voilà le sujet dont je vous parle, en vous disant qu'il y a eu un tournant machinique de la sensibilité qui s'est produit au début du XXe siècle. Je l'ai un peu développé sur le cas de la musique, j'aurais pu vous en parler dans d'autres domaines, qui a fait que progressivement les gens ont perdu leur savoir d'amateurs. Or, seuls les amateurs peuvent s'adresser aux œuvres. Les œuvres ne s'adressent qu'à des amateurs. Un amateur protège l'œuvre, il ne la consomme pas. Un consommateur culturel détruit l'œuvre, ou il détruit les conditions d'accès à l'œuvre. Vous ne pouvez pas aller au Louvre aujourd'hui voir la Joconde, c'est absolument impossible. Si je dis tout ça, c'est parce que je veux en arriver à mon 3e point. Je n'ai pas fait une thèse, puis une antithèse, une synthèse, mais à un point qui ouvre sur le mois de mars. En ce moment est en train de se produire quelque chose de nouveau que j'appelle un nouveau tournant machinique dans la sensibilité. Il y a eu un premier tournant machinique de la sensibilité au début du XXe siècle qui a conduit à ce que Walter Benjamin a décrit comme une anesthésie, une désensibilisation du public, une indifférenciation du public qui a perdu sa sensibilité. Par 1000 voix. Mais maintenant, quelque chose de nouveau est en train de se produire. Ceci, par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est la fenêtre de requête de Google. Une fenêtre de requête avancée, pour une recherche avancée. Si vous allez sur Google, vous cliquez sur le bouton recherche avancée, voilà sur quoi vous tombez. Ça, une requête comme ça, une fenêtre
de requêtes comme ça. Moi, j'en ai présenté en 1987 au Centre Pompidou, dans une exposition qui s'appelait Mémoire du futur. Qu'est-ce que c'était que cette exposition? C'est une commande qu'on m'avait passée. Et dans cette exposition, on m'avait demandé de dire comment je voyais le 21e siècle. Je disais, moi je crois qu'au 21e siècle, il y aura des réseaux partout, il y aura des technologies partout, et les gens s'en serviront. Je croyais à Glenn Gould, parce que Glenn Gould, je l'avais déjà lu. Je croyais à ce que disait Glenn Gould, et pas seulement lui, parce qu'il n'y a pas que lui qui a dit ça. Je croyais beaucoup que des technologies allaient apparaître qui allaient réarmer les amateurs. Et j'avais présenté des technologies de ce type. Ça, c'est une fenêtre de requête. À l'époque, on appelait ça une technologie, une interface documentique. Et on présentait ça comme une technologie hyper sophistiquée, réservée à des gens très spécialisés qui étaient spécialistes de ce qu'on appelait, en disant ça de manière presque religieuse, des bases de données. C'était très compliqué. C'était quelque chose réservé, comme l'informatique dans les années 60, etc. Bon. Et bien ça, aujourd'hui, mon papa, qui a 83 ans, s'en sert. Mes enfants, ma fille de 12 ans s'en sert, mes élèves s'en servent, tout le monde s'en sert. Ça s'est généralisé. Tout comme ceci, tout le monde peut y accéder. Ça, c'est YouTube. Qu'est-ce que veut dire? Le slogan de YouTube, c'est YouTube Yourself, c'est Broadcast Yourself, c'est-à-dire diffusez vous-même. Diffusez quoi? Qu'est-ce qu'on peut diffuser? Ben, des images qu'on fait avec ça. Ou avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des caméras. Ces caméras, là, elles ont des performances qui sont presque équivalentes à celle-là. Celle-là, c'est une caméra, pas exactement celle-là, mais moi j'en ai acheté une comme ça, j'en ai acheté des dizaines à l'INA quand j'étais directeur de l'INA. Ça coûtait 250 000 francs. C'était en 1996. Nous sommes 15 ans plus tard, et j'ai avec ça, en promo, à 60 € pratiquement les mêmes performances. C'est quelque chose de colossal, d'extraordinaire, de magnifique, qui permet de développer de nouveaux savoir-faire parce qu'il se développe de nouveaux savoir-faire. On m'a demandé un jour comment faire pour que les enfants ne soient pas crétinisés par la télévision. Est-ce qu'il faut leur donner des cours pour apprendre à comprendre comment est fait le JT? J'ai répondu, bah ça c'est pas la peine. Moi je l'ai fait quand j'étais à l'INA. J'ai développé un truc qui s'appelle apprendre la télévision et qui permet d'analyser comment est fait un JT. Mais aujourd'hui c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut donner des caméras aux enfants. Il faut les amener à faire des films. Il faut leur faire ce que Godard, René et Truffaut ont fait. J'ai essayé de développer, ça c'était un simulateur de mixeur, de mixage qu'on trouve sur Internet. J'ai essayé de développer à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, que j'ai créé il y a 5 ans maintenant. Par exemple, il y a un logiciel d'analyse de films, ça sert à analyser des films, qui est utilisé par des gamins, tout petits enfants à Paris, des collèges, des lycées et des écoles primaires et même des maternelles, pour analyser des films. Et ça permet de développer un nouvel appareillage critique, ça sert à fabriquer des partitions de films, ça. C'est un logiciel que vous trouvez en ligne gratuitement sur Internet. Tout ça, c'est ce qui est en train de produire un nouveau tournant machinique de la sensibilité, qui est en train de réarmer les individus. Et ça se combine avec le trafic d'Internet, qui est en augmentation constante, qui l'a représenté de diverses manières, qui est aujourd'hui sous le contrôle, pas exclusif, mais presque de Google, de Facebook, etc., c'est-à-dire de la Californie, Stanford et Harvard. Par rapport à quoi l'Europe n'a aucune politique. Par rapport à quoi les pouvoirs publics nationaux français n'ont aucune politique. Par rapport à quoi les élus régionaux, les élus municipaux, les élus départementaux n'ont aucune politique. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'il est en train de produire une énorme mutation. Qu'est-ce que c'est que ce que je vous représente là? C'est une représentation de métadonnées. Qu'est-ce que sont les métadonnées? Ce sont des choses qui sont produites par vous et moi aujourd'hui quand on va sur Internet. Si par exemple vous allez sur YouTube, qu'un truc vous a plu, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez effacer toutes les étoiles. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, trouver une notice dont vous trouvez qu'elle est fausse, au lieu de râler contre Wikipédia en disant c'est nul, il n'y a que des trucs faux, vous pouvez le corriger et vous pouvez contribuer. Voilà, je commence à parler de contribution. Tout ce nouveau système qui repose sur les métadonnées
c'est-à-dire sur la production de données et de données décrivant des données par ceux qui en sont les destinataires, qui développent sur Internet. Ça repose sur des dispositifs comme ça, comme celui-là, qui sont numériques, mais qui en fait renvoient à des questions qui remontent à la Mésopotamie. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette d'argile. Vous savez, la fameuse tablette cunéiforme. On en a découvert des dizaines de milliers en Irak. Puis un jour, on a découvert que certaines de ces tablettes décrivaient d'autres tablettes. Elles produisaient les premières métadonnées. Elles produisaient les premiers instruments de navigation dans le savoir. Ce n'est pas depuis Google ou depuis Netscape Navigator, qui a disparu de la circulation depuis, qu'on a produit des navigateurs et des métadonnées. Ça date des Mésopotamiens. Ensuite, ça a été développé très fortement par les Ptolémées à Alexandrie. On n'a plus la trace parce que tout a brûlé. Puis ensuite, ça s'est développé à nouveau de manière très importante avec l'imprimerie. Et ça a conduit, sous François Ier, à la Bibliothèque nationale, qui est pleine de métadonnées. Voilà la Bibliothèque nationale et ses magasins. Voilà des archives nationales qui sont pleines de métadonnées, dans lesquelles les métadonnées, les voilà. À l'époque, c'était des fichiers papier, et ensuite, ce sont devenus des fichiers à aiguille, etc. Et pendant très longtemps, toutes ces données et métadonnées, elles étaient produites par qui? Par le monde académique. C'est-à-dire par un pouvoir central, qui pouvait être l'Académie française, là c'est le cas, qui pouvait être... il y a d'autres formes d'académie, ça pouvait être l'Académie de peinture, ça c'est l'Académie des Beaux-Arts, c'est-à-dire les Beaux-Arts de Paris. Ça pouvait être aussi l'Académie de Platon, la voici, l'Académie de Platon, représentée sur une mosaïque. Et c'était un modèle top-down, où le pouvoir central imposait à la population une représentation de cette population. Depuis que développent les technologies qu'on appelle collaboratives, qui sont des technologies culturelles et cognitives, c'est produit quelque chose d'absolument nouveau, qui est une production qu'on appelle bottom-up en anglais, ou ascendante en français, de métadonnées. Et tout à coup, quelque chose se produit dans les grandes structures académiques. Voilà un titre du journal Le Monde du mois de novembre. Les académies dissèquent le thème du doute. Qu'est-ce que douter? Pourquoi? Eh ben, c'est un autre article, mais en dessous, avec ou sans OGM. Voilà. Il y a des doutes dans le monde scientifique. Le monde doute, y compris les scientifiques doutent. Et ça, c'est très important. Je pense que quelque chose de très important est en train de se jouer actuellement, c'est que pendant que ce doute s'installe, des transferts de savoir s'opèrent. Et ces transferts de savoir qui s'opèrent rendent possible la mise en place d'une nouvelle relation au savoir, parce que c'est un réarmement des individus. Si on doute aujourd'hui, c'est parce que le savoir a été confisqué. La prolétarisation s'est généralisée. Beaucoup de gens, d'ailleurs, dont on dit qu'ils sont porteurs de savoir, n'en portent plus. Moi, je forme des ingénieurs en biologie qui ne savent pas qui sont Darwin et Lamarck. On ne les y forme plus. Et c'est gravissime. Ce sont les gens qui vont mettre en œuvre les logiques de Monsanto, etc., ou du Mediator, parce qu'ils travaillent dans ces mondes-là. Et ils n'ont aucun appareillage critique. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur discipline. Ce sont devenus des prolétaires de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le capitalisme cognitif. Aujourd'hui, des savoirs se développent par toutes sortes de voies de ce type-là. Et ça, c'est du jeu vidéo. Et c'est exploité exclusivement par l'ancien modèle. Et par cet ancien modèle, le voici. TF1 Cola, Human Brain, le temps de cerveau disponible. C'est ce modèle qu'il s'agit de dépasser. Modèle qui détruit la synaptogenèse. Bon, ça, c'est un cerveau représenté par des modèles, enfin, c'est de l'imagerie médicale. Mais j'ai écrit un livre, moi, dans lequel j'ai repris des analyses médicales américaines très précises qui montrent que les enfants qui sont exposés avant 5 ans à la télévision, par exemple, leur évolution synaptique est modifiée par cette fréquentation de la télévision. On le sait aujourd'hui. Comme on sait depuis 1997 que le Mediator crée des accidents cardiaques. Mais on ne fait rien pour la télévision. On ne fait rien parce que tout le système consumériste repose là-dessus. Le problème, c'est qu'il faut changer de système. Et le changement de ce système, c'est lié à une mutation technologique qui permet ce changement de système, qui est une mutation qui permet le réarmement des savoirs, la reconstitution des savoirs. Mais ça suppose une politique. Si cette politique n'a pas lieu, eh bien, ces technologies culturelles et cognitives conduiront à une aggravation considérable de la situation consumériste
et à mon avis une catastrophe. Cette question, c'est la question d'Asclépios. Le voici, Asclépios. C'est le dieu, on dit souvent c'est le dieu de la médecine. En fait, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il est devenu ensuite le dieu de ce qu'on appelle les Asclépiades, et Hippocrate est ce qu'on appelle un Asclépiade, c'est-à-dire un médecin. Mais au départ, Asclépios, c'est le dieu du pharmacone, c'est-à-dire de ce qui est à la fois un poison et un remède. Nous avons affaire à un nouveau pharmacone, qui s'appelle le numérique. C'est un remède. C'est le remède de la crise morale, politique, économique, écologique colossale dans laquelle nous vivons. Mais c'est aussi un terrible poison. Si les politiques n'ont pas une politique de cela, et ça ne se fera pas sans les artistes, ça ne se fera pas sans la culture, eh bien, il y aura une catastrophe. Comment mener une telle politique? Ce sera le sujet du mois de mars. Je vous remercie de votre attention. Pardon d'avoir été un peu long. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Attendez. On va vous donner un micro. Dans votre exposé, vous avez souvent mentionné... Je crois qu'il faut attendre le micro, excusez-moi, c'est pour l'enregistrement. Voilà, c'est juste parce que comme ça va être diffusé ensuite, monsieur est là au milieu. Dans votre exposé, on a souvent entendu les termes de réticulation numérique et de c'est difficile à dire, déterritorialisation numérique. Il y a une grande exception à ça qui est en train de se dessiner, c'est la Chine, qui est une exception très importante en termes économiques, industriels, démographiques. Et c'est également un pays où les pouvoirs publics se sont mêlés d'une politique du numérique, et peut-être pas pour le bien au sens commun des valeurs occidentales en tout cas. Comment est-ce que vous réagissez sur ce sujet-là? C'est une bonne question. C'est un sujet compliqué, la Chine. Bon, les valeurs occidentales, je vais vous dire, je vais peut-être vous choquer, mais je m'en méfie beaucoup. Parce que ces valeurs occidentales, elles conduisent à beaucoup de dévalorisation. Une valeur, ce qu'on appelle une valeur au sens où vous en parlez, c'est une valeur universelle, c'est-à-dire que si c'est vraiment universel, c'est comme le triangle rectangle de Pythagore, ça n'a ni de début ni fin. Je pense que les valeurs occidentales, ce sont des valeurs d'obsolescence, c'est-à-dire que ce ne sont pas des valeurs, ce sont des valeurs qui se dévaluent très vite. Évidemment, la question que vous posez, je t'ai pris ton verre, excuse-moi. Non, c'est pas grave. La question que vous posez Je parle pas. est une vraie question. Quand je suis en train de vous dire ça, c'est pas pour botter en touche, c'est pour afficher tout de suite la couleur. Je suis pas sûr que l'Occident aujourd'hui ait beaucoup de leçons à donner aux autres sociétés. Et je ne suis pas absolument sûr que la soi-disant démocratie occidentale soit réellement une démocratie. J'en suis pas sûr. Je me permets de vous le dire aussi clairement, tout simplement parce que dans 2 jours, Libération publiera une chronique que j'ai écrite là-dessus, donc vous pourrez aller voir un peu plus précisément ce que je veux dire en disant ça. Je peux le préciser d'ailleurs, pour moi la démocratie, elle repose sur l'augmentation du savoir des citoyens, pas sur leur crétinisation. Et je pense que ce dans quoi nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait au XXe siècle une démocratie totalement formelle, c'est-à-dire une pseudo-démocratie, où les gens, d'abord, ils abandonnent le vote, ils ne veulent plus aller voter, ils sont absolument dégoûtés. Et ce que ça produit, tout ça, c'est du populisme extrémiste, comme à l'extrême droite, ou une partie peut-être de l'extrême gauche, ou aussi un populisme médiocre et moyen, si je puis dire, qu'on voit à droite comme à gauche se développer. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour défendre le modèle chinois, bien entendu. Je suis pour la démocratie, pour ce qui me concerne, et je souhaite qu'un jour la démocratie se développe en Chine. Mais d'abord, laissons le temps à la Chine d'accéder à la démocratie. Parce que je pense qu'il faut du temps. Pour qu'il existe une démocratie, il faut que tout le monde mange à sa faim. Il
faut que tout le monde sache lire et écrire, il faut que tout le monde ait accès à un certain nombre de choses. C'est ce que dit Henri-Irénée Marrou à propos de la démocratie athénienne. Si tout le monde ne sait pas lire et écrire, il n'y a pas de démocratie chez les Grecs. Bon. Et Marrou a expliqué que dès 650, en Grèce antique, avant Jésus-Christ bien entendu, donc, eh bien, il y a un système scolaire extrêmement développé. C'est ça qui permet la démocratie. À partir du moment où le système des industries culturelles a court-circuité cet appareil-là, il n'y a plus de démocratie. Il y a ce que j'ai appelé, moi, une télécratie. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Ou qui vous fait croire que vous êtes en démocratie, mais vous n'y êtes pas. Alors, bien entendu, c'est pas la première fois que je dis ça en public, probablement qu'en Chine, moi, je serais en tôle. Bon. Avec la liberté de parole dont j'use, et je ne voudrais pas vivre en Chine. Mais je pense qu'il y a une manière aujourd'hui de faire que j'ai une liberté de parole totale, je raconte absolument tout ce que je veux à tout le monde, mais il y a de tels systèmes d'anesthésie qui existent que de toute façon, ça n'a à peu près aucun effet. Voilà. Donc, pas totalement aucun, mais très très peu d'effet. La question, alors en Chine, d'abord, il ne faut pas dire qu'il y a des réseaux numériques. Hein. Il y a un réseau social en Chine, très très important. Et vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allé en Chine il n'y a pas très longtemps. C'est quand Sarkozy était président de l'Europe. Vous savez, quand l'Europe était présidée par la France, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Bon, j'ai été envoyé en Chine. J'ai été très surpris d'ailleurs parce que le ministère des Affaires étrangères m'a demandé d'aller représenter la France. Bon. J'ai été surpris, je dis, vous savez ce que je vais raconter? On s'en fout. Vous racontez ce que vous voulez, on s'en fout complètement. Mais on veut que vous représentiez la France parce que j'ai des livres traduits en chinois, tout simplement. Donc je suis allé en Chine. Et j'ai fait une série de conférences pendant toute la Chine, mais j'ai quand même pas mal circulé. Et je suis venu en Chine en me disant, moi, avant d'aller en Chine, il y a fort longtemps, c'était en 1993, 92, 13, 14, j'ai enseigné en Union soviétique, enfin en ex-Union soviétique, à la fois à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et donc j'avais une expérience des pays communistes ou post-communistes, et j'avais renoncé à cet enseignement parce que je me sentais extrêmement mal dans ce pays de l'Union soviétique, avec tous les restes du poids du parti, le caractère mafieux du parti, etc. J'avais dit à un moment donné, non, je peux pas, je préfère arrêter. Bon, pourtant c'était intéressant, mais plus j'avais peur de la mafia. C'est dangereux, la Russie. Et quand on m'a dit il faut aller en Chine, je me suis dit je vais y aller parce qu'il faut savoir ce qui s'y passe. J'y étais jamais allé. Mais j'y allais à reculons, vraiment, en me disant j'ai pas envie dans ces pays-là, comme les pays de l'Est, le bloc communiste, comme on l'appelait. J'avais aucune envie d'y aller. Et finalement, je suis revenu en pleine forme de ce voyage en Chine. Je suis revenu avec un moral d'acier. Parce que je suis allé dans des grandes écoles chinoises, j'ai eu affaire à ceux qui sont les plus sélectionnés. Alors, il n'y a qu'1% de la population en Chine qui va à l'université. 1%. Et ceux que je voyais, c'était le 1% de ce 1%. C'est-à-dire, c'était les super sélectionnés. J'en connais parce que j'enseigne à l'université de Compiègne. Et à Compiègne, tous les ans, il y a des étudiants chinois qui viennent se former et qui retournent quasiment tous en Chine. Il n'y a pratiquement aucun qui reste ici. Et alors, je suis allé les voir pour leur dire, vous savez, messieurs les Chinois, vous vous trompez complètement. Le consumérisme, c'est fini. Vous voulez mettre en œuvre le modèle occidental, etc., mais c'est foutu. Et j'ai essayé de leur dire, si vous voulez, dans des conférences d'1 heure, ce que je vous dirais là en 3 ou 4 heures. De leur expliquer que captation du désir, destruction du désir, catastrophe, patati patata, et que ça ne pourrait pas marcher. Et ils m'écoutaient très attentivement, ils prenaient plein de notes, parce qu'ils sont très sérieux. Et après, il me disait, mais monsieur Stigler, on le sait très bien ce que vous dites. D'ailleurs, on vous connaît. On connaît vos thèses. On ne vous découvre pas du tout. Et on suit ce qui se passe en Occident. Et on est certain que le modèle consumériste est foutu. Et c'est pour ça qu'on tient au Parti communiste chinois. Parce qu'on sait que sans cette organisation d'État, on n'y arrivera pas. Alors maintenant, le Parti communiste chinois, bah oui, bien sûr, aujourd'hui, il est dominé par... Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour en tête-à-tête, le Parti communiste chinois, en Chine, c'est la même chose que la République chez vous. Il y a des communistes d'extrême droite, des communistes d'extrême gauche. Si vous allez à Wuhan, par exemple, ils sont très, très ouvriéristes. Ils sont vraiment, c'est les cocos de l'ancienne... Si vous allez à Shanghai, c'est des postmodernes, des communistes postmodernes. Bon, ils sont communistes quand même. Mais communistes, ça veut dire, ils ne sont pas communistes. Ils font partie, il y a un appareil, c'est lui qui tient la Chine. Il y a 1,3 milliard d'habitants. On est convaincu, quand on est chinois, que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que cet appareil. Même quand on le combat,
et etc., etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal non plus. Je ne connais pas suffisamment le sujet. Mais moi, j'ai pris l'habitude, parce que je voyage beaucoup, de connaître les pays avant d'en parler. Et que tous ces discours sur la Chine, sur les pays externes, etc., tenus avec une arrogance occidentale absolument lamentable, je m'en méfie. Maintenant, il faut les critiquer, ces pays-là. Mais il faut les critiquer, comment dire, de manière très vigoureuse et même très virulente. Il y a des peines, il y a des exécutions sommaires en Chine en permanence. Et il faut dénoncer toutes ces choses-là. Mais pour les critiquer, il n'y a qu'une façon d'être crédible. C'est de commencer par se critiquer soi-même. Et je pense que là, parce que une critique, moi j'entends le mot critique au sens kantien, elle doit être capable d'avancer des propositions universalisables. C'est ça une vraie critique. Si cette critique que vous voulez faire à la Chine et qu'il faut faire est bonne, il faut qu'elle ait une portée sur vous-même, sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit englobante. Et ça, c'est ce qu'aujourd'hui l'Occident ne sait plus faire. Parce que l'Occident, c'est purement et simplement lobotomisé. Il repose sur ce que j'appelle, j'ai pas eu le temps de vous en parler, j'en parlerai pas, mais j'en parle maintenant très rapidement, ce que j'appelle une bêtise systémique. Mais quand je parle de bêtise systémique, ça n'est pas une affirmation péremptoire comme ça. Alors peut-être qu'elle est péremptoire, mais moi je crois qu'elle n'est pas péremptoire. Lorsque je commente souvent cette déclaration, je ne sais pas si j'en ai parlé ici au mois de novembre, de Alan Greenspan. J'ai parlé de Greenspan, non? Bon. Alan Greenspan a déclaré à la Chambre des représentants en 2008, je ne savais pas comment marchait le truc. Bon. C'est absolument consternant. Et c'est lui et un certain nombre d'autres gens comme lui qui ont accrédité Bernard Madoff comme président du Nasdaq, dont on sait aujourd'hui que c'était un des plus grands escrocs du monde. Vous croyez que c'est des valeurs intéressantes à proposer à la Chine, ça? Moi, je ne crois pas. Et je pense que les jeunes Chinois qui sont souvent contre le Parti communiste le soutiennent, ne le combattent pas, parce qu'ils disent il vaut peut-être mieux le Parti communiste chinois que Bernard Madoff. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient raison, je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec eux, mais en tout cas, je suis prêt à écouter ce qu'ils disent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème, en revanche, dans ce que vous disiez très important, qui est que vous avez tout à fait raison, la réticulation internationale en Chine ne se produit pas comme ailleurs, en Inde non plus d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et je peux vous dire qu'actuellement, vous l'avez peut-être compris, vous en avez entendu parler dans la presse il n'y a pas très longtemps, la Chine achète du TGV à condition de faire rentrer la technologie et de pouvoir la récupérer et puis un jour nous les vendre, ces TGV. Elle a développé un super centre de séquençage du génome humain extrêmement important à côté de Pékin. Et je peux vous dire que maintenant les informaticiens chinois commencent à penser qu'ils sont parmi les meilleurs au monde. L'Occident est en train de se ramasser totalement et est en train de s'imaginer que les Chinois sont une bande, une masse, comme disait une première ministre socialiste, comme prenaient les Japonais pour des fourmis. On s'imagine que les Chinois sont je ne sais pas quoi. Mais la Chine, d'abord, outre que c'est le plus vieux empire du monde, ça fait 5000 ans qu'il existe, c'est là que ça se passe. Et c'est là que d'autres modèles s'inventent. Et contrairement à ce que racontent les médias de masse français, il n'y a pas un truc anti-réseau, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, il y a une politique que je condamne, bien entendu, comme sans doute ça doit être votre cas, avec laquelle Google a dealé d'ailleurs, etc., et qui fait que, en effet, la liberté d'accès au réseau, qui sont les conditions de l'apparition d'une nouvelle économie, en tout cas de ce que j'appelle moi une économie de la contribution, ne sont pas réunies. Mais je pense que ça changera. Je pense que les autorités chinoises, d'une façon générale, pas simplement le Parti communiste chinois, essayent de mettre en place, ils savent que ça changera, ils savent que c'est inéluctable, j'en suis absolument convaincu. Par contre, ils ne veulent pas que ça change dans le sens occidental, et je ne suis pas sûr qu'ils aient tort. Une autre question? Ou une remarque? Une objection? Une tomate? Ce serait pas mal à cette heure. Comme les dadaïstes. En attendant que ça vienne, moi j'ai noté, je ne sais pas si
c'est pertinent, tu me le diras. Hein. Glenn Gould, donc si j'ai bien compris, pensait que on allait pouvoir, avec les nouveaux moyens techniques des studios, recréer des musiques ou créer avec les anciennes musiques ou les anciens enregistrements, on allait pouvoir faire de nouvelles musiques. Non, pas exactement. Parce que ça me faisait penser aux DJ d'aujourd'hui. Non, non, c'est pas exactement ça. Même si oui, il y a quelque chose, il y a un côté DJ, mais c'est pas exactement ça. Je pense que Glenn Gould pensait que... Glenn Gould dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec un... C'est à peine des chaînes hi-fi en 1965. Hein, c'est des espèces de... On appelait ça des tourne-disques. Hein, c'est des tourne-disques. Bon, on pouvait modifier les graves et les aigus et peut-être la balance, quoi. Il dit, bon, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas interpréter ce qu'on écoute. Et c'est pas normal, parce que pour Glenn Gould, qui est un interprète, il n'est pas compositeur, Glenn Gould. Oui. Il dit la même chose que ce que dit Roland Barthes. Je ne sais pas si vous savez, peut-être que Roland Barthes était musicien, il était amateur de musique, et il a écrit un très beau texte qui s'appelle Musica Practica, qui est en fait une reprise d'un entretien qu'il avait donné à Claude Maupomé sur France Musique, je crois, où il parle de son rapport à Maurice Schumann. Pas Maurice Schumann, n'importe quoi, à Schumann. Je ne me souviens plus de son prénom, Schumann. Bon. Il dit, Schumann, les sonates, enfin les pièces pour piano seul de Schumann, ils disent pas très intéressant quand on les joue pas. Quand on les joue pas. Les quatuors, oui, tout ça, là, c'est magnifique. Mais les pièces de piano de Schumann, en tout cas, il dit, moi, j'ai écouté du Schumann, comme ça, joué par quelqu'un d'autre, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand on le joue au piano, c'est grandiose. Ça doit être interprété. Et Glenn Gould dit la même chose. Il dit, une musique, ça s'interprète. Ça ne se reçoit pas comme ça. Ça s'interprète. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que Mozart donnait des concerts en Autriche, à Vienne et ailleurs, et les gens l'écoutaient. Mais ils l'écoutaient à partir de quoi ? Frédéric II de Prusse, par exemple, il a composé des tas de musiques. Je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a des très bonnes d'ailleurs. Il y a un concerto pour flûte de Frédéric II de Prusse qui est vraiment formidable. Mais tous ces musiciens, tous ces nobles, et ensuite la bourgeoisie du 19e, connaissaient la musique. Ils composaient. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des compositeurs. Ça veut dire que, moi j'ai ma gamine, ma plus jeune fille, joue de l'alto. Et je suis absolument enchanté parce que sa prof d'alto lui fait composer de la musique, lui fait écrire de la musique. Et donc ma gamine écrit de la musique. Mais quand Jules Ferry a dit plus aucun petit Français, à partir de maintenant, ne sera pas capable d'écrire une lettre, parce qu'il ne peut pas comprendre les textes de la loi, s'il n'est pas capable d'apprécier un poème de Victor Hugo, etc. Et pour ça, il faut qu'il soit capable d'écrire. Il a déverrouillé quelque chose, il a créé une démocratie. C'est ça, une démocratie. Et il l'a créé sur la base de ce que j'appelle la production d'un milieu associé. Ce que dit Glenn Gould, il dit, la musique, vous croyez que ça s'écoute comme ça sur un tourne-disque, c'est faux. Mais ça s'interprète, ça se joue. Ça s'interprète, tu as dit ça s'interprète, donc ça peut se jouer ou ne pas se jouer. Ça s'interprète comme on interprète un texte finalement. Mais on peut jouer la musique de 36 000 manières. Si par exemple vous mettez de la musique de Jamie Lunceford, là maintenant, moi je vais me mettre à danser. Il y a un disque de Jamie Lunceford qui s'appelle For Dancers Only. Le jazz, c'est fait pour être dansé, ou pour être joué. Mais on ne reste pas à écouter le jazz comme ça. Les musiciens de jazz ne conçoivent pas du tout l'écoute du jazz comme ça. Et si vous allez à New York ou à Harlem, le jazz, ça se chante dans les églises, ça se danse, ça se joue. Bon. Et moi-même, j'ai été DJ, moi. Je ne pouvais pas concevoir d'écouter de la musique comme ça. J'avais besoin de la faire écouter aux autres. Bon. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la question différemment, Wolfgang Iser, ce qu'on appelle un des grands penseurs de ce qu'on appelle l'école de Constance, qui dérive de la phénoménologie allemande dans le domaine esthétique.
s'est intéressé au rapport à la littérature. Et il s'est intéressé à une nouvelle de Henry James qui s'appelle Le motif dans le tapis. Et cette nouvelle de James raconte que il y a des lecteurs d'un romancier qui s'appelle Vereker qui finissent à la fin de la nouvelle par écrire des romans. Mais pourquoi est-ce qu'ils écrivent des romans? C'est pas pour écrire des romans, c'est pour essayer de comprendre le roman de Vereker. Ils font la même chose que la nouvelle vague. Ils font la même chose que tous les vrais amateurs. Un amateur je sais pas, de foot. Il y en a ici dans le Nord, là, ils jouent au foot. Oui. Et quand ils ne jouent pas au foot, parce qu'il y en a qui ne jouent pas au foot, qu'est-ce qu'ils font? Ils décomposent les matchs de foot. Aujourd'hui, il y a un service au Stade de France, ça doit être pareil au Stade Bollaert de Lens. Quand il y a un match, il y a 36 caméras. Il y a 36 caméras et il y a aujourd'hui des systèmes qui permettent des régies avec tous ces trucs pour analyser le jeu. Pourquoi il y a 36 caméras? Parce qu'on suit tous les joueurs. Et il y a des clubs de foot aujourd'hui, de foot amateurs, qui utilisent ça pour décomposer le jeu des joueurs. Ça, ce sont des amateurs de foot. Vous comprenez? Et qu'est-ce que disait Glenn Gould? Il disait, si vous voulez vraiment écouter, comment il s'appelle, Stravinsky disait, vous ne pouvez pas écouter le Sacre du Printemps si vous ne voyez pas les musiciens jouer. Et pourquoi est-ce qu'il disait ça? C'est une pièce qui a plus de 100 musiciens. C'est d'une extrême complexité. Et Stravinsky disait, si vous voulez vraiment écouter la musique, il faut comprendre ce qui se joue dans l'écriture de la musique. D'abord, il faut savoir la lire. Et deuxièmement, il faut comprendre ce qui va se jouer. Et donc, vous avez besoin d'avoir un rapport optique à la musique. Eh bien, Glenn Gould sait ça. Il dit, la musique, le cinéma, la littérature, ça s'interprète. Alors, comment ça s'interprète? Vous lisez Lucien Leven de Balzac, de Balzac. C'est de Balzac. De Stendhal. Vous lisez l'éducation sentimentale, etc. Si véritablement vous l'avez lu, ça vous a transformé. Et si ça vous a transformé, ça va vous amener à changer votre façon d'être, et donc ça va s'inscrire dans le monde. Une œuvre, ça doit œuvrer. Alors ça peut passer par 36 000 voix. Bon. C'est pas forcément que j'écoute de la musique, je me mets à devenir musicien. Si vous appelez Claude Debussy, vous lisez L'après-midi d'un faune et vous écrivez le prélude à l'après-midi d'un faune. Vous ne devenez pas poète. Et vous n'êtes pas forcément artiste. Vous pouvez devenir, je sais pas, ça a un effet sur votre façon d'élever vos enfants, ça a un effet sur votre façon de vivre, même de digérer votre repas, j'en sais rien. Mais ça se traduit par quelque chose, une transformation. C'est ça que dit Glenn Gould. Et aujourd'hui, l'enjeu de l'apparition des technologies numériques, parce que c'est les technologies numériques qui rendent possible de faire des images, de les diffuser, etc. Moi, je connais vraiment bien ce sujet. J'ai travaillé pour la télévision internationale. C'est un sujet que je connais très bien. Je sais ce que c'est que diffuser une image, combien ça coûte. Aujourd'hui, vous pouvez faire et diffuser des images pour 0 francs, pour rien. Et ça, c'est extrêmement important. Il est honteux qu'il n'y ait pas une politique publique de ça. Il est honteux. Le seul qui a une politique en France de ça, c'est Skyrock. Mais c'est pour quoi faire? Les skyblogs. Et qu'est-ce que c'est que les skyblogs? C'est du archi-pulsionnel. Donc, c'est très grave. Mais il est aussi très grave que les artistes ne s'emparent pas de ça. Qu'on n'aide pas les artistes à s'emparer de ça. Parce que les populations ne peuvent pas toutes seules s'emparer de ça. Il faut créer un nouveau mouvement. Mais c'est en train de se faire. De toute façon, c'est en train de se développer. Et voilà, c'est ça l'enjeu de ce que raconte Glenn Gould pour moi. C'était très important de nous l'expliquer. Oui. C'est là-bas. Ouais. Je vais passer par là. Bien sûr, tout dans le champ. Bien entendu. Bien sûr. Ce qui est devenu, ça s'est verdurinisé. C'est la verdurinisation. La verdurisation du monde. C'est ce qu'on appelle les nouveaux Philistins. Oui, moi, globalement, je partage vos analyses, mais alors il y a deux choses qui m'interrogent et où je vois pas bien où vous voulez aller, l'espoir que vous avez. Alors, c'est à propos de Nantes, notamment, quand vous parlez d'avant-garde créative, de nouveaux modèles culturels, de territoires hyper apprenants. Alors moi, je connais pas Nantes, mais je connais Lille. Et donc à Lille, effectivement, Lille, capitale européenne de la culture, moi, l'analyse que je fais de ça, de tout cet argent qui a été mis, c'est qu'il fallait
vendre la ville de Lille, et qu'aujourd'hui, pour vendre une ville, on ne peut pas vendre une ville sans culture, parce que les entreprises, avec leurs cadres, elles ne vont pas s'installer dans un désert culturel. Donc, alors après la politique culturelle de Lille, bon, il y a un livre qui est sorti d'ailleurs un peu dans le même courant que l'insurrection qui vient pour critiquer l'île capitale européenne de la culture. C'est à peu près la seule critique qu'il y a eu, parce que bon, on peut parler de l'île capitale européenne de la culture, de guides à bac+5, bac+6 exploités au SMIC, avec des contrats pourris, etc., etc. Enfin, je ne vais pas faire une critique sociale de l'île capitale européenne de la culture. Donc bon, moi, je ne vois pas trop d'espoir dans ces territoires hyper apprenants, parce qu'en fait, ça reste une consommation culturelle, et ça ne profite pas aux gens des quartiers, parce que de toute façon, donc, la ville du coup retrouve une attractivité qui fait flamber les loyers, qui exclut de plus en plus les populations paupérisées, etc. Donc ça, je ne comprends pas bien votre exemple de Nantes, je ne vois pas bien où vous voulez en venir. Après, sur les ce que vous appelez les métadonnées, quoi. Enfin, sur les 2 milliards d'utilisateurs d'Internet, l'essentiel de l'utilisation d'Internet reste de l'utilisation consumériste ou pornographique. Et il y a très très peu de gens qui utilisent les métadonnées et qui produisent de la métadonnée. Parce que pour produire de la métadonnée, il faut déjà avoir en soi de la connaissance et de la capacité à produire de la métadonnée, ce que n'ont pas l'essentiel des utilisateurs d'Internet. Ensuite, sur l'espoir d'un changement dans la constitution de territoires créatifs à partir des élites, c'est-à-dire des profs, des universitaires, des artistes, des institutions culturelles, bah moi, j'en vois aucun espoir. Parce que ces élites, elles sont du côté, pour la majorité, du pouvoir dominant. Pendant le mouvement social sur les retraites, les profs de fac, ils n'ont pas fait grève. Les institutions culturelles, elles n'ont pas fait grève. Les élites, elles étaient avec le pouvoir dominant. Ce que dit un peu Marx, d'ailleurs. Les idées dominantes sont celles du pouvoir dominant. Il n'y a pas de surprise à retrouver une majorité des élites du côté du pouvoir dominant et du pouvoir économique dominant. Et c'est d'ailleurs ces élites qui sont à la pointe du consumérisme, du voyage, du produit culturel, etc. Oui, merci avec ces questions. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur l'île capitale de la culture. Hein. Je suis même plus qu'assez d'accord, je suis absolument d'accord. Mais ce que je vous décrivais sur Nantes, ça n'a aucun rapport avec ça, justement. L'île capitale de la culture, c'est effectivement une opération de valorisation d'image, de production d'attractivité, comme on dit, comme vous le disiez, quoi, hein, pour attirer le top management des entreprises, faire que les sièges sociaux des boîtes s'installent là, etc., etc. Ça va d'ailleurs avec Euralil, etc. Bon. C'est pas forcément mauvais en soi, mais disons que c'est pas du tout. Je jugerai pas en soi, je dirais la chose. Je sais en revanche, je sais que ça m'a été beaucoup dit parce que c'est une région que je connais un tout petit peu. Ça a fait un mal de chien la politique culturelle régionale. Ça c'est très connu, c'est très fortement dit par la plupart des acteurs culturels régionaux. Et malheureusement, je crois qu'ils ont raison. Mais bon, après, ça peut aussi avoir eu d'autres effets. Bon, je dirais que en tout cas, je vais surtout vous parler de Nantes. Ce dont je vous parle à Nantes n'a aucun rapport avec Lille. C'est pas du tout la même chose. À Nantes, d'abord, il y a une politique culturelle de très longue haleine, alors qui n'est pas sans rapport, effectivement, avec ce que vous dites, c'est-à-dire création de l'attractivité, etc. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Si vous allez voir, par exemple, la façon dont Chemetov a aménagé l'île de Nantes, le travail d'urbanisme et d'architecture qui a été fait là est absolument formidable. D'ailleurs, il est cité dans le monde entier en exemple, dans le monde entier. Mais surtout, il y a justement de la part de Jean-Marc Ayrault et de Jean-Louis Bonin et de ceux qui accompagnaient tout ça. Jean-Louis Bonin, c'était celui qui a fait la politique culturelle de Nantes, qui est maintenant conseiller de Jean-Marc Ayrault. Il y a une idée de très longue haleine, de longue portée, de plus de 20 ans, qui est qu'un territoire, il y a plusieurs manières de concevoir l'attractivité d'un territoire. Il y en a une, c'est de faire cette chose dont vous parliez tout à l'heure, qui produit ce qu'on appelle de la gentrification. C'est-à-dire les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, etc. Et mélangeons pas les torchons, les serviettes. Et qui crée une attractivité, mais aussi une paupérisation aggravée, et une sectorisation du territoire, etc., etc.
Il y a une autre vision des choses de la culture, c'est de faire de renforcer à travers une culture qui n'est pas forcément de faire des grandes expositions, etc. Ça peut être beaucoup plus riche que ça, qui est d'élever le niveau de liaison sociale, le lien social, si vous voulez, d'intensifier le lien social au niveau des populations. Et si je vous dis ça, c'est parce que au niveau de Nantes, je crois que c'est ce qui est visé. Et c'est visé à travers ce que j'appelais tout à l'heure les technologies culturelles, parce que ces technologies culturelles, eh bien, elles rendent possible, en effet, des relations contributives d'un genre vraiment absolument différent du consumérisme culturel. Je veux dire par là que aujourd'hui, vous disiez à propos des métadonnées que l'immense majorité des gens n'en produisent pas. Alors ça, c'est pas vrai d'abord, parce que ça, c'est de ma faute, je ne me suis pas bien expliqué sur les métadonnées. On en produit absolument tous des métadonnées sans le savoir. Ce qu'on appelle les cookies, c'est des métadonnées. Donc vous en produisez en permanence sans même le savoir. Mais il y en a une partie, et ça c'est d'ailleurs un problème, c'est même dangereux, les problèmes de traçabilité de la vie privée, etc., qui sont très problématiques, qui sont très, très préoccupants. Mais il y a une partie de ces métadonnées que vous produisez de manière délibérée, qui peuvent être des métadonnées extrêmement pauvres, du type ce que je disais tout à l'heure, cocher une étoile sur Google, enfin sur Google, sur YouTube, sur un film que vous avez regardé, et après ça peut prendre des proportions beaucoup plus complexes. Alors vous me disiez, mais la majorité des gens, bon, ils sont en gros dans une super consommation, et vous avez raison. Je dis la même chose que vous. Hein. Simplement ce que je dis, c'est que le modèle industriel qui est derrière ces réseaux ne fonctionne pas sans que ceux qui reçoivent des choses sur le réseau en renvoient. C'est ça qui fait fonctionner le réseau. Et donc ça n'est plus le modèle production d'un côté, consommation de l'autre. Et là vous avez ce qu'on appelait autrefois, ça fait vraiment vieil archaïque de dire ça, mais je le dis quand même. Moi je considère que ce n'est pas du tout archaïque. Il y a ce qu'on appelait autrefois des minorités agissantes. Ce que je veux dire par là, c'est que le logiciel libre, qui est parti de ça, qui repose sur cet espace contributif, a été une minorité agissante, très minoritaire pendant longtemps. Et bien aujourd'hui, il n'est plus minoritaire. La Commission européenne a publié un rapport il y a un an ou deux disant, nous considérons qu'en 2014, enfin pas tous, la majorité des systèmes d'exploitation seront en logiciel libre et que ça va devenir la référence du développement de l'informatique. Dans le domaine énergétique, mais ça c'est un sujet sur lequel je reviendrai en mois de mars, donc je ne vais pas vous en parler trop en détail pour le moment, mais dans le domaine énergétique, les gens qui travaillent sur l'avenir de l'énergie sont pratiquement tous d'accord maintenant sur le fait que les nouveaux réseaux énergétiques, ce seront des réseaux type Internet, c'est-à-dire où il n'y a plus des producteurs d'un côté, des consommateurs de l'autre, mais contribution à l'énergie distribuée. Et que les modèles de demain, ce sont des modèles distribués. Il y a une rationalité, si vous voulez, interne au développement techno-industriel qui fait que de toute façon, on sort de la centrale d'achat. On parlait tout à l'heure du fait que les grands machins au champ, en périphérie, etc., commencent à se recentraliser sur les centres-villes, parce que les gens en ont marre de ces trucs-là. Ils se sentent traités comme des bœufs. Et donc, les centrales d'achat, les centraux téléphoniques, il n'y a plus de centrales téléphoniques, ça n'existe plus, puisque maintenant, tout fonctionne, et maintenant, ça ne coûte plus rien, d'ailleurs. Moi, je ne paye plus les télécommunications. Tout est gratuit. Et ça passe par des centres serveurs et non plus par des centraux téléphoniques. La centrale nucléaire, la centrale hydraulique et tout ça, ce sont des modèles caducs. Tout ça va se redistribuer tout à fait autrement. Et donc il y a un mouvement extrêmement important qui se joue là et qui est lié à des évolutions technologiques majeures. Maintenant, ce que j'ai essayé de dire, j'espère que vous m'avez bien compris, c'est que ça ne se fera pas tout seul. Aujourd'hui, c'est TF1 qui essaye de contrôler ça, c'est les grands opérateurs des centraux téléphoniques qui essayent de garder tout ça, et l'enjeu de la loi Hadopi, c'était ça aussi. Et donc, c'est l'objet d'un combat révolutionnaire. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un combat révolutionnaire. Là-dedans, il ne faut pas compter sur les élites. Moi, je ne vous ai jamais parlé d'élites. Vous avez parlé d'élites, mais moi, les élites, je les connais, et j'y crois pas. Par contre, non, parce qu'il y a des élites, c'est-à-dire des planqués, et puis après, il y a des gens qui font leur boulot comme il faut. Il y a des artistes qui ne considèrent pas comme des élites. Il y a des universitaires qui ne considèrent pas comme des élites. Les élites, c'est un langage de l'élite. Moi, je ne crois pas à ces machins d'élite. Je pense qu'il y a des physiciens, il y a des artistes, il y a des musiciens, il y a des poètes, il y a des hommes politiques, des vrais, ça existe.
ça existe, qui croient à ce qu'ils font, ils ne se prennent pas pour l'élite. Et eux, ils ont envie d'avoir affaire, non pas à la France d'en bas, comme disait celui de l'élite, mais ils ont envie d'avoir affaire à ce que j'appelais tout à l'heure l'ordinaire. Parce qu'ils sont eux-mêmes dans l'ordinaire. Ils savent qu'ils sont eux-mêmes ordinaires. Voilà. Bien sûr. Excusez-moi, j'avais encore une question à poser. Est-ce que c'est possible de... Sur l'œuvre d'art, en fait, et sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la... ça sera rapide. Très vite, oui, ça alors, sera parce rapide. que Ça sera pas il sur le... reste Bien sûr, ça sera de pas nous sur presser. le constat, en fait, que vous nous avez fait d'une situation, un constat assez vertigineux et très intéressant, mais surtout sur ce que vous proposez, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir d'attraction, en fait, de l'œuvre d'art. C'est une forme, en fait, de révisitation je trouve, de la notion de transcendance que vous proposez. Et d'autre part, ce que vous avez dit tout à l'heure sur votre volonté de rompre entre, d'un côté, les producteurs et de l'autre, les consommateurs. Il y a une volonté, je pense, de votre part, de revenir à une notion d'atelier, en fait. Est-ce que cet atelier-là, on le retrouve bien sûr dans le domaine de l'écriture, mais on le retrouve aussi dans le domaine de la musique, puisque une des façons, je dirais, très anciennes d'apprendre la musique, c'était tout simplement de pénétrer le langage des compositeurs du passé par l'étude de l'harmonie, etc. Alors, j'ai encore une autre question à vous poser. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'avant-garde. Mais est-ce qu'on peut avoir la même attitude par rapport à l'avant-garde? Est-ce qu'on peut utiliser est-ce que l'avant-garde s'apprend? Bon, ce que j'ai appelé l'avant-garde, je m'aperçois en vous écoutant que je n'ai pas été très clair sur le point de l'avant-garde, en effet. Pour moi, l'avant-garde, c'est le public. La nouvelle avant-garde, c'est le public. Je pense que c'est dans le public que les choses intéressantes se passent aujourd'hui. Et j'aime bien donner cette référence dont je ne me souviens plus où je l'ai trouvée, mais qui est que le Salon des Refusés, qui est à l'origine de l'art moderne, hein, quand même, s'était présenté comme les amateurs contre les professionnels et contre les... Voilà. Et ceux qui étaient au Salon des Refusés se revendiquaient artistes amateurs contre les professionnels et contre l'académisme des professionnels. Et ils se mettaient du côté du public, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, de la nouvelle vague qui se définissait comme un public et non pas comme un... Alors, oui, je plaide pour la renaissance d'un atelier. Je pense que la seule manière, de toute façon... moi, j'étudie la philosophie. Bon, la seule manière que j'ai d'étudier la philosophie, quand je sais très bien, quand je lis un livre de philo sérieusement, j'écris. Pas forcément pour publier des œuvres complètes. Mais je sais, j'ai été amateur de musique très fortement. J'ai aussi dirigé une grande institution musicale, l'IRCAM. Bon, j'ai vraiment passé beaucoup de temps de ma vie dans la musique. Mais la musique, pour moi, c'est une activité, c'est pas une consommation. Je ne conçois pas de consommer. Et je pense qu'on a trompé le monde avec cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on a instrumentalisé la musique pour capter l'attention. Avec Hollywood, avec RCA, qui était une radio au départ, etc., etc. Et on a totalement modifié une situation. On disait tout à l'heure avec Léon en aparté, bon, l'opéra italien de Verdi, ils chantent les Italiens, l'opéra. Ils ne l'écoutent pas, ils ne se contentent pas de l'écouter, ils le chantent. Et si vous lisez Gilbert Rouget, La musique et la transe, Gilbert Rouget, c'est un très grand musicologue africaniste, anthropologue par ailleurs, il dit la manière que les Occidentaux ont depuis très peu de temps d'écouter la musique, c'est-à-dire assis sur une chaise, ça n'existe nulle part ailleurs, et c'est un artefact qui ne durera pas. Parce que la musique, la manière dont on écoute la musique en règle générale, c'est en tant que musicant, on y participe. Alors ça peut être en faisant de la musique, en la dansant, en priant. Jean-Sébastien Bach n'avait absolument pas une conception consommateur de la musique. Il faisait de la musique pour qu'elle soit chantée. Si vous allez au temple, moi j'y vais pas, je suis un mécréant. Mais l'autre fois, par hasard, j'ai écouté le culte protestant sur France Culture il y a 2 semaines. Ben, ils chantaient du Bach. Ils chantaient des cantates de Bach. C'était des gens comme vous et moi, ils chantaient des cantates de Bach. Ça c'est vraiment un rapport à la musique. Et je pense que c'est... Alors, Duchamp a thématisé ça. C'est pour ça que j'ai commencé par Duchamp. Duchamp a vécu ça comme une peine. Mais on n'a rien compris à ce qu'a dit Duchamp. C'est lamentable ce qu'on lit sur Duchamp. Pas tout, hein. Il y a des très bons textes sur Duchamp. Mais quand on voit comment Duchamp est présenté dans la presse, etc., c'est lamentable. Parce que les gens ne comprennent pas que Duchamp a acté cette perte de savoir, etc. Mais il ne pensait pas du tout que c'était une bonne chose. Il ne pensait pas non plus que c'était une mauvaise chose. Il pensait qu'il fallait l'acter, qu'il fallait... voilà. Mais on n'est plus à l'époque de Duchamp, par ailleurs. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle, mais on est maintenant au XXIe siècle.
qu'il n'y a pas une contradiction? Je dirais même que la situation que nous trouvons ici est une situation contradictoire par rapport à ce que vous dites tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de consommateur, d'une certaine façon. Pas forcément. Non, non, non. C'est une Si question vous allez au théâtre grec, ça vient du théâtre grec, ça, cette scène. Il y a une scène, il y a des gradins. Bon, ils sont. Mais est-ce que nous sommes dans le rôle du cœur? Non, mais attendez, je ne vous parle pas du cœur, là. Il y a un public dans le théâtre grec. Simplement, il y a un processus. Et ce processus, c'est-à-dire que, d'abord, le théâtre grec, c'est une pratique. Hein, ça a été très longuement expliqué par des dizaines d'hellénistes. Bon, c'est une pratique. Il y a un impôt qui vous impose de participer au paiement du. Et c'est une. Si vous n'allez pas au théâtre, vous êtes extrêmement mal vu, hein, dans la cité grecque. Vous devez y aller. C'est une pratique. C'est comme si vous ne lavez pas les pieds. Vous vous sentez mauvais. Je vais même vous dire, le rôle du théâtre au XIXe siècle est absolument étonnant. Hein. Il y a des textes, d'ailleurs, grâce au droit des pauvres, qui était un droit en fait donné, on sait à peu près le nombre de la population française, parisienne, qui allait au théâtre. C'était à peu près 10 000 personnes par jour, ce qui est quand même considérable. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était un peu une pirouette, mais c'est très passionnant ce que vous nous avez dit. Mais je voulais simplement savoir si ça ne vous interrogeait pas, justement. Parce que là, il y a une scène, je dirais. Ça, c'est pas un problème. Bon. C'était simplement une Moi, quand question. je lis Proust. Simplement, après ça, il se passe quelque chose. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce qui s'est passé là? C'est ça le problème. C'est de votre côté que ça se passe. C'est vous l'avant-garde, pas moi. Bon, merci, et au mois de mars, si vous voulez. Le 22 mars, donc rendez-vous.